Depuis que la Russie a pris le contrôle de la Crimée en 2014, l'Ukraine a juré de reprendre un jour son territoire. Cela semblait impossible pendant des années. La mainmise de la Russie sur la région était tout simplement trop forte, et lorsque Moscou a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, Kiev a été contraint de concentrer ses efforts ailleurs, pour éviter que d'autres régions ne tombent sous le contrôle du Kremlin. Aujourd'hui, les choses ont changé. L'Ukraine a inversé le cours de cette guerre. Elle prend de l'élan à un rythme rapide. Et tout à coup, la libération de la Crimée ne semble plus être un rêve irréalisable, mais une possibilité très réelle. Alors que les forces ukrainiennes coupent lentement mais sûrement les connexions qui relient la région à la Russie, affaiblissant l'emprise du Kremlin et ouvrant potentiellement la voie à quelque chose de bien plus grand. Cela se préparait depuis longtemps. Il y a plus de 10 ans, le président russe, Vladimir Poutine, a ordonné la prise de contrôle forcée de la péninsule de Crimée. Il a soutenu que c'était ce que le peuple voulait, et que la Crimée avait toujours été, et devait toujours rester russe. Beaucoup de personnes dans la région et ailleurs en Ukraine étaient fortement en désaccord, mais l'opération de Poutine a été planifiée et exécutée de manière étonnamment efficace, laissant à Kiev peu d'options, si ce n'est d'accepter à contre-cœur la nouvelle situation. Quand l'invasion à grande échelle a débuté, des années plus tard, en 2022, la Russie a profité de son contrôle sur la Crimée. Elle a envoyé troupes, défenses aériennes et bombardiers dans la région, menant des attaques continues contre le sud de l'Ukraine. La péninsule a été effectivement transformée en rampe de lancement militaire, et elle s'est révélée cruciale dans les premiers jours lorsque les forces du Kremlin progressaient rapidement dans des endroits comme Kherson et Zaporijia. L'Ukraine s'en est rendue compte et a commencé à cibler activement la Crimée, dès qu'elle en avait l'occasion. Nous avons constaté des attaques contre la flotte de la mer Noire à Sébastopol, ainsi que des frappes sur le pont du détroit de Kertch, reliant la péninsule au continent russe. Mais ces attaques étaient souvent sporadiques, et il était difficile pour l'Ukraine d'exercer ou de maintenir une pression soutenue sur la région. Ainsi, même lorsqu'elle subissait des dégâts ou des pertes dans la région, la Russie avait souvent le temps de se rétablir, de réparer et de reconstituer ses forces sur place, et elle pouvait utiliser plusieurs routes d'approvisionnement clés pour y parvenir. Elle utilisait bien sûr le pont lui-même, mais comptait aussi sur des ferries ferroviaires pour transporter des cargaisons et des approvisionnements importants à travers le détroit. Les forces du Kremlin ont aussi créé des corridors terrestres et ferroviaires reliant les régions russes les Komi à la Crimée via les territoires occupés. Avec ces options à sa disposition, l'armée russe a pu pendant des années maintenir une présence importante sur la péninsule. Même lorsque les approvisionnements commençaient à manquer ou que des frappes de drones et de missiles ukrainiens avaient lieu, il ne fallait jamais trop de temps pour amener davantage de soldats, de munitions et d'autres ressources dans la région. Aujourd'hui, la situation a totalement changé. Concernant le pont, par exemple, on pense désormais que les commandants russes sont extrêmement réticents à l'utiliser pour transporter des troupes ou du matériel militaire. Cela est principalement dû au fait que l'Ukraine a orchestré de nombreuses frappes réussies contre la structure au fil des années, y compris une explosion massive en octobre 2022 qui a provoqué l'effondrement de plusieurs parties de la route, une autre série d'explosions en juillet 2023, une tentative de frappe de missiles en août 2023 et une attaque explosive sous-marine en juin 2025. Même s'il n'y a pas eu d'explosion ou d'incendie documenté depuis lors, le pont est dans un état d'alerte rouge quasi permanent, car les drones et missiles ukrainiens pourraient surgir à tout moment à l'horizon et envoyer des pans entiers de la structure dans la mer. En effet, pas plus tard que le 16 mai, la circulation sur le pont a dû être suspendue pour des raisons de sécurité pendant 11 heures, avant que le service normal ne reprenne. La fermeture a causé de longs retards pour une douzaine de trains, ce qui arrive souvent aujourd'hui. Le pont suspend fréquemment ses opérations, dès que des drones ou missiles ukrainiens apparaissent dans le ciel de Crimée ou à proximité. La Russie a utilisé de nombreux ferries ferroviaires pour transporter personnes et marchandises à travers le détroit de Kertch, même sans le pont. Alors l'Ukraine a commencé à les éliminer un par un. Et début avril de cette année, le dernier ferry, dont le nom de code était Slavianine, a été mis hors service. L'agence de renseignement militaire ukrainienne, le GUR, a publié des images de l'attaque, montrant des flammes et de la fumée s'échappant du navire. La même nuit, les forces de Kiev ont également frappé le port russe de Kavkaz, situé dans le kraï de Krasnodar, envoyant un message clair à leur ennemi. Le passage des approvisionnements militaires à travers le détroit de Kertch ne serait plus autorisé. Privées du pont et de la voie navigable, les forces russes n'avaient plus qu'une option.
Ils devaient acheminer les approvisionnements depuis le continent vers la Crimée via les régions occupées, en empruntant la route M14, aussi appelée autoroute de Marioupol. Cette autoroute traverse le sud de l'Ukraine, reliant Odessa à l'ouest à la frontière russe à l'est, à la limite de la région de Donetsk, en passant par les grandes villes de Kherson et Marioupol. La Russie contrôlant une grande partie de la région de Donetsk, elle a pu s'emparer de cette autoroute et l'utiliser à ses fins. Elle pouvait envoyer chars, véhicules de combat d'infanterie et transports de troupes le long de la M14 via Marioupol occupée, puis quitter l'autoroute vers le sud et franchir la frontière régionale pour entrer en Crimée. Pendant des années, cela a fonctionné. L'autoroute était souvent pleine de véhicules russes, soldats et ravitaillements vers la péninsule, et l'Ukraine ne pouvait pas faire grand-chose, la route étant éloignée du front et bien défendue. Les drones ukrainiens ne pouvaient pas vraiment voler assez loin pour frapper régulièrement l'autoroute, et ces forces devaient donner la priorité à d'autres endroits et à des cibles plus importantes. Mais en 2026, c'est une toute autre histoire. Aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas seulement appris l'art de la guerre par drone, elle l'a maîtrisé. Elle dispose de drones, plus grands, plus performants et plus percutants que jamais, capables de parcourir de plus longues distances et de frapper plus fort que leurs prédécesseurs plus primitifs. Et l'Ukraine utilise ces drones avec une redoutable efficacité, transformant la M14 en véritable autoroute vers l'enfer pour les Russes. Tout cela s'est produit incroyablement vite. Le 11 mai, des blogueurs militaires et propagandistes russes ont soudainement tiré la sonnette d'alarme, partageant des rapports sur la présence de drones ukrainiens près de l'autoroute, et qu'ils étaient désormais capables de parcourir les 160 à 200 km, soit 100 à 124 miles nécessaires pour traverser les lignes de front et atteindre cette artère vitale du réseau d'approvisionnement du Kremlin. Les jours suivants, ces blogueurs ont partagé frénétiquement des vidéos et images de véhicules brûlés et d'incendies le long de l'autoroute, conséquence des frappes de drones ukrainiens dans la région. L'un de ces blogueurs, Alexei Jivov, a qualifié les attaques de signal extrêmement inquiétants, avant de poursuivre en disant « L'ennemi atteint désormais l'artère logistique clé, avec des drones longue portée améliorés, utilisant la technologie satellite Starlink pour frapper des cibles éloignées du front. » Un autre blogueur, Vladimir Romanov, a déclaré que la section Marioupol-Boudiansk de la route n'était plus une route d'arrière, suggérant que l'autoroute devenait un endroit de plus en plus dangereux, alors qu'il partageait des images d'un camion-citerne en feu au bord de la route. L'Ukraine a aussi diffusé des rapports et images de frappes de drones réussies dans la région. Pour être plus précis, la brigade Azov a écrit sur Telegram que les drones ukrainiens étaient désormais capables de patrouiller les routes et de frapper des cibles jusqu'à 160 km derrière les lignes de combat, lançant un avertissement sévère aux ennemis présents dans la région. Le premier corps de la base navale Azov continue de créer une zone sanitaire pour la logistique russe. La profondeur des frappes va augmenter, et l'Ukraine a tenu sa promesse. Depuis la parution de ces premiers rapports, la M14 est devenue l'un des endroits les plus dangereux de tous les territoires occupés pour les soldats russes et les véhicules militaires. Nulle part n'est sûr, car les drones ukrainiens ne sont jamais très loin. Équipés de suffisamment d'explosifs pour détruire des chars et des véhicules d'infanterie, ces drones kamikazes n'ont aucun mal à éliminer de simples camions de transport et véhicules de transport de personnel. Chaque jour, l'autoroute ressemble davantage à une zone de mort qu'à une route sûre, au point que le blogueur russe Maxime Kalachnikov la compare au champ de bataille d'Afghanistan. La route vers la Crimée rappelle de plus en plus celle d'Afghanistan dans les années 1980. Les carcasses de véhicules détruits sont éparpillées le long des routes. L'ennemi perturbe l'approvisionnement avec des drones. C'est une très mauvaise nouvelle pour la Russie, et cela ne va faire qu'empirer. Avant d'expliquer le comment et le pourquoi, si vous aimez ce type d'analyse, abonnez-vous à The Military Show. Nous décryptons l'actualité ainsi chaque semaine. Les commandants ukrainiens savent que la M14 et ses routes voisines sont les derniers accès russes pour ravitailler la Crimée, et veulent couper ces lignes d'approvisionnement par tous les moyens. Les habitants signalent que l'autoroute de Marioupol brûle, la rendant impossible à emprunter en toute sécurité pour le matériel militaire. En réponse, des blogueurs militaires russes et des commandants alertent, réclamant d'urgence le renforcement des défenses et l'installation de mesures anti-drones, comme des filets de camouflage pour recouvrir la route et créer une barrière entre les drones au-dessus et les véhicules au sol. Jusqu'à présent, cependant, il n'y a eu aucun signe de l'installation de filets ou d'autres protections anti-drones. Le seul événement majeur côté russe a eu lieu le 21 mai,
quand le gouverneur de Kherson, Vladimir Saldo, a signé un décret limitant temporairement la circulation des véhicules de fret sur une partie de l'autoroute de Novorossiya, appelée Nouvelle-Russie. Saldo a précisé que seuls les véhicules militaires et les camions de marchandises essentielles peuvent toujours emprunter cet itinéraire. Sa décision a été accueillie avec confusion, un blogueur affilié au Kremlin, ayant déclaré que cela facilitera encore davantage la tâche des opérateurs de drones ukrainiens pour frapper des cibles militaires le long de l'autoroute, puisqu'ils n'auront plus à se soucier de distinguer les véhicules militaires des véhicules civils. L'Institut pour l'étude de la guerre affirme que le décret de Saldo prouve l'efficacité des tactiques ukrainiennes. La décision de Saldo de restreindre la circulation sur l'autoroute M14 indique que les frappes ukrainiennes ont rendu le transport sur cet itinéraire beaucoup plus dangereux et affecteront probablement la logistique russe sur cette route dans l'Ukraine occupée. Avec moins de véhicules sur la route, il n'y a pas que les soldats en Crimée qui risquent de souffrir, mais aussi les civils de la région. En effet, nous avons déjà atteint un point où la Russie a été contrainte d'introduire un système de rationnement du carburant pour les voitures dans la ville portuaire de Sébastopol. Là-bas, le 23 mai, les agences de presse ont rapporté que le gouverneur local, Mikhail Razvozayev, a révélé qu'en raison de défis logistiques non précisés, les ventes de carburant dans la ville, qui est la plus grande de toute la Crimée, avaient été limitées à seulement 20%, 20 litres ou 5,3 gallons par véhicule jusqu'à ce que la situation s'améliore. En conséquence, l'ambiance et le moral sur toute la péninsule continueront de chuter. Et si l'Ukraine maintient son intensité, il pourrait bientôt devenir totalement irréaliste et insoutenable pour la Russie de continuer à compter sur la M14. Si cela arrive, le Kremlin ne pourra plus acheminer des fournitures en toute sécurité vers la Crimée. L'Ukraine n'aura plus qu'à éliminer les soldats russes restants et les installations militaires de la région, sans se soucier du remplacement des équipements endommagés ou détruits. C'est déjà en train de se produire. Un rapport détaillé du média ukrainien Noviny Live révèle que les forces de défense ukrainiennes frappent activement les systèmes de défense aérienne à travers la Crimée, avec une intensité et une régularité accrues ces derniers jours, forçant l'ennemi à déplacer les quelques systèmes qu'il lui reste. Dmytro Pletnyuk, porte-parole de la marine ukrainienne, a confirmé que les forces du pays ciblent les radars et les lance-missiles russes. De nombreux rapports au cours de l'année écoulée ont signalé la destruction ou l'endommagement de moyens de défense aérienne importants, y compris des systèmes tels que les S-300 et S-400 ainsi que des radars Nebo-U. Pletnyuk affirme que de plus en plus de brèches s'ouvrent pour que les drones et missiles ukrainiens puissent traverser le ciel de la Crimée et d'éliminer plus de cibles, ce qui suggère que soit les défenses restantes de la Russie sont inefficaces pour empêcher les forces de défense ukrainiennes d'agir, soit il y a effectivement une sorte de pénurie. Il a ajouté qu'en raison des frappes et de la pression sur la flotte de la mer Noire, la Russie n'envoie plus efficacement ses navires. Il n'y a actuellement aucune unité en mer. Les forces du Kremlin ne peuvent même pas compter sur leurs navires de guerre ni croiseurs lance-missiles pour protéger le territoire qu'elles ont volé en Crimée. Avec moins de défense aérienne, la Crimée devient plus vulnérable aux attaques aériennes. Cela a été confirmé par l'expert ukrainien en aviation Anatoly Krapchinsky, lors d'une interview avec NV Radio le 19 mai. Selon Krapchinsky, l'Ukraine commence à considérer les moyens russes en Crimée comme des proies faciles pour des attaques sans pilote, ajoutant que Kiev utilise à la fois des drones aériens et navals pour éliminer ce qui reste des défenses côtières du Kremlin. La Crimée est désormais à notre portée. Les Russes en sont conscients, malgré leur tentative d'y renforcer la guerre électronique et la défense aérienne. Il a ajouté qu'avec la multiplication de ces attaques, la Russie perd peu à peu la capacité de protéger ses installations sur toute la péninsule. Il a cité par exemple les nombreuses frappes réussies sur l'aérodrome de Belbek, où l'Ukraine a récemment réussi à détruire un système de défense aérienne Pantsir S-2, ainsi que plusieurs autres infrastructures, et a par le passé éliminé des avions intercepteurs MiG-31, ainsi que d'autres équipements ennemis importants. L'expert a résumé que la Crimée est désormais vulnérable et que l'Ukraine a atteint la parité aérienne, mais désormais grâce à des systèmes sans pilote plutôt qu'à des appareils pilotés. Mais la parité n'est qu'un début. L'Ukraine ne veut pas simplement être à égalité avec la Russie en Crimée, elle veut chasser l'ennemi de ce territoire une bonne fois pour toutes. En effet, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a exprimé à plusieurs reprises son souhait de voir son pays entièrement réformé, avec chaque parcelle de terre saisie par la Russie, rendue à son propriétaire légitime.
Cela inclut non seulement les territoires de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia, mais aussi la Crimée. Bien que loin du front, la Crimée paraît désormais l'un des territoires les plus faciles à libérer pour l'Ukraine. Ses forces parviennent à isoler la zone avec succès. Elles anéantissent ses défenses et rendent presque impossible pour la Russie de la conserver. C'est un énorme problème pour Poutine, en particulier, qui en a fait l'une de ses missions personnelles d'intégrer la Crimée à la Russie. Cela devait faire partie de son héritage, une des raisons pour lesquelles il serait vu comme un des plus grands dirigeants russes. Pendant des années, il pensait avoir réussi et s'en être sorti. Et il s'est délecté de l'admiration des innombrables Russes qui, depuis, sont venus s'installer dans la région où y passaient des vacances d'été ensoleillées. Ce que Poutine voyait comme sa plus grande victoire devient rapidement sa défaite la plus embarrassante. L'Ukraine reprend le contrôle et détient effectivement l'avenir de la Crimée entre ses mains. Mais il reste à voir ce qu'elle décidera de faire ensuite. Certains souhaitent un siège massif du territoire, avec les troupes ukrainiennes reprenant de force ce qui leur appartient. Mais cela a peu de chances de se produire de sitôt. Cela irait à l'encontre de la stratégie globale de l'Ukraine et de son objectif d'optimiser ses ressources. Un assaut contre la Crimée mobiliserait de nombreuses troupes et ressources et risquerait d'ouvrir des brèches sur le front à l'avantage de la Russie. Aucune voie claire vers la région pour l'instant. L'Ukraine devrait d'abord reprendre les terres perdues dans la région de Kherson avant de poursuivre son avancée vers la Crimée. Il est plus probable que nous assistions à une intensification continue des attaques aériennes dans la région. De plus en plus de drones seront aperçus survolant l'autoroute de Mariupol, prêts à frapper tout véhicule militaire russe qui oserait s'y aventurer. Les forces de Poutine pourraient bientôt ne plus pouvoir compter sur cette route, aggravant le chaos régional car l'acheminement du carburant, de la nourriture et des munitions ralentit fortement. En attendant, les drones et missiles ukrainiens continueront probablement de détruire des équipements militaires à travers la péninsule, sapant le contrôle du Kremlin et prouvant aux habitants que même la puissante armée russe n'est finalement pas capable de les protéger. Et ce n'est pas seulement en Crimée que l'Ukraine mène des opérations d'envergure. Au début de la guerre avec la Russie, l'Ukraine n'avait presque pas de marine. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle a réussi à neutraliser complètement la menace de la flotte russe de la mer Noire, endommageant et même coulant de nombreux navires ennemis, y compris le célèbre croiseur lance-missile Moskva. De nombreux navires de guerre du Kremlin ont dû battre en retraite et fuir pour survivre, se cachant dans des ports et bases navales réputés sûrs. Mais lors de sa dernière attaque, l'Ukraine a prouvé qu'aucun endroit n'est vraiment sûr pour les navires russes, puisqu'elle vient de détruire l'une des meilleures frégates de Vladimir Poutine, l'Admiral Essen. La marine russe n'est plus simplement en difficulté. Ses atouts sont systématiquement rayés de la carte un par un, et il n'y a rien que ses commandants incompétents puissent faire pour l'arrêter. L'attaque a eu lieu dans la nuit du 23 mai à la base navale de Novorossiysk, dans la région de Krasnodar, en Russie. Novorossiysk est l'une des plus grandes villes portuaires russes sur la mer Noire, et la principale base de la flotte de la mer Noire. Et elle est devenue une cible de plus en plus prisée par les drones et missiles ukrainiens, avec de multiples frappes réussies enregistrées dans cette zone ces dernières semaines et ces derniers mois. Le Kremlin a été contraint de regarder impuissant alors que tout, des navires aux terminaux pétroliers en passant par les quartiers généraux militaires, a été détruit et incendié. Et la dernière frappe est, sans aucun doute, l'une des plus dévastatrices observées jusqu'à présent. Le commandant Robert Magyar Brovdi, l'un des plus connus des forces ukrainiennes de systèmes sans pilote, a partagé en ligne des détails et des vidéos sur les impacts et leurs conséquences. Brovdi a révélé que plusieurs unités ont participé à cette mission de frappe en profondeur, notamment des équipages du 9e bataillon Kirov, de la 412e brigade Nemesis et de la 414e brigade d'aviation de frappe sans pilote. Ensemble, ces opérateurs expérimentés ont ciblé 2 navires de guerre russes, la frégate de classe Admiral Grigorievitch, ou le navire du projet 11356R, nommé Admiral Essen, ainsi qu'un navire lance-missile sur coussin d'air du projet 1239 dont le nom n'a pas été révélé. Avant de détailler les dégâts, examinons de plus près les navires en question. L'Amiral Essen est une frégate lance-missile, et l'un des 6 seuls navires de sa classe. On pense que seulement 3 de ces navires, dont l'Essen, sont actuellement en service dans la marine russe, 2 autres ayant déjà été vendus à l'Inde, et le dernier devant être vendu à un pays non spécifié une fois terminé. Construit au chantier naval Yantara,
À Kaliningrad, le design de l'amiral Essen est basé sur la classe Talwar préexistante, ou frégate, du projet 11356, construite par la Russie pour la marine indienne. Il était considéré comme un élément essentiel dans la quête de modernisation de la flotte de la mer Noire, et la Russie n'a ménagé aucun effort pour mener ce projet à bien. Chaque frégate est estimée à une valeur comprise entre 450 et 500 millions de dollars. Comme on peut s'y attendre avec un prix aussi élevé, ce sont des navires de très haut niveau, avec des spécifications techniques très impressionnantes, du moins sur le papier. Chaque frégate, par exemple, affiche un déplacement standard de 3620 tonnes et un déplacement en charge de 4000 tonnes. Elles mesurent un peu plus de 409 pieds, soit 124,8 mètres de long, avec une largeur de 49 pieds, 10 pouces, soit 15,2 mètres. Elles peuvent atteindre une vitesse maximale de 30 nœuds, soit 35 miles par heure, ou 56 km par heure, ce qui est assez rapide pour un navire de cette taille, et elle affiche une autonomie de 4850 milles nautiques, soit 5580 miles, ou 8890 km, et une endurance de 30 jours. L'amiral Essen accueille jusqu'à 200 membres d'équipage et possède un arsenal et des technologies militaires avancées. Il est équipé par exemple d'un radar de veille aérienne frégate M2M pour détecter les menaces aériennes, ainsi que de plusieurs radars de veille de surface et de conduite de tir, en plus d'un système sonar MGK 335 EMO3. Il dispose également d'un vaste ensemble de guerre électronique et de lanceleurs KT-216. En ce qui concerne l'armement, l'amiral Essen est équipé d'un canon naval A190E01 de 100 mm, qui a une cadence de tir maximale de 60 coups par minute, et peut tirer des munitions hautement explosives anti-aériennes, ou à fragmentation. Il dispose également de 8 cellules de lancement vertical, VLS, pour les missiles de croisière calibre, Onyx ou Tsiakon, ainsi que de 24 cellules VLS supplémentaires pour les missiles surface-air. On trouve également à bord 2 canons rotatifs, AK-6 130, jusqu'à 8 systèmes de défense aérienne, portables Igla, ouverts bas, manpads, un lance-roquettes, anti-sous-marin, RBU 6000 et une paire de lance-torpilles doubles, type 53. En résumé, ce navire est très bien équipé et conçu pour répondre aux normes strictes de la guerre navale moderne. Mais toutes ces défenses coûteuses n'ont pas suffi à arrêter les drones ukrainiens. L'autre navire visé lors de cette attaque était une corvette lance-missiles à effet de surface de classe Bora, projet 1239. Alors que la plupart des navires de ce type servent au débarquement ou au transport, le projet 1239 a été conçu uniquement pour le combat naval et figure parmi les plus grands navires de combat en mer à conception catamaran. Seulement 2 de ces navires ont été construits, bien que d'autres seraient apparemment prévus pour l'avenir. Ils ont un déplacement de juste un peu plus de 1000 tonnes et mesurent 215 pieds de long, soit 66 mètres, avec une largeur de 56 pieds, soit 17 mètres. Chacun est propulsé par 4 générateurs diesel de 200 kW et une variété de moteurs haute puissance, permettant d'atteindre des vitesses de pointe de 55 nœuds, soit 63 miles par heure ou 102 km par heure, et une autonomie maximale de 2500 milles nautiques. Avec un équipage minimum de 35 personnes, le projet 1239 n'est pas aussi bien équipé que l'amiral Essen, mais il dispose tout de même d'une vaste gamme de capteurs, de systèmes de guerre électroniques et d'armes. Cela comprend un système radar de détection et de désignation de cibles Monument E, un système de contrôle de tir de missiles Mosquite E, plusieurs lance-roquettes Leur, un ensemble complet de 8 missiles anti-navires, ainsi qu'un système de missiles solaires OSA-MA. Ces navires étaient conçus pour détruire des navires ennemis plus grands et protéger leur propre formation, en zones côtières ou intérieures. Mais leurs défenses se sont révélées insuffisantes face aux véhicules aériens sans pilote ukrainiens, UAV, dans la nuit du 23 mai. Contrôlés avec habileté et précision par les opérateurs experts ukrainiens, plusieurs drones sont parvenus à percuter avec succès ces 2 navires, qui étaient à l'arrêt au moment de l'attaque, les transformant ainsi en véritables cibles faciles. L'amiral Essen était amarré à un quai de la base navale de Novorossiysk. Une vidéo de l'attaque montre au moins un drone percutant le flanc du navire, et des rapports indiquent qu'au moins 3 autres drones ont heurté la frégate, qui a tenté sans succès de les abattre avec ses propres systèmes de défense embarqués. La corvette du projet 1239 était sur un coussin d'air à la même base lorsqu'elle a été touchée. Encore une fois, plusieurs drones semblent avoir touché le navire. Les dégâts sur les 2 navires n'ayant pas été détaillés,
l'impact global de l'attaque reste spéculatif. Cependant, bien que les deux navires flottent encore, ils risquent de ne pas être aptes au service avant longtemps. Chacun d'eux a pu subir de graves dommages à la coque, au pont ou à divers systèmes et défenses, et la Russie devra consacrer du temps, de l'argent et des ressources à les réparer avant qu'ils ne puissent reprendre la mer. Nous savons aussi que l'Ukraine utilise récemment des drones plus puissants avec des charges utiles supérieures à la moyenne. Si c'était le cas le 23 mai, les navires pourraient être dans un état bien pire que prévu, nécessitant des réparations et un entretien encore plus important et coûteux pour redevenir aptes à naviguer. Certains systèmes pourraient être irréparables et nécessiter un remplacement complet, ce qui exigerait encore plus de temps et d'efforts. Même si les navires n'ont subi que des dommages mineurs, cette attaque reste importante car elle montre que les navires russes n'ont nulle part où se cacher. Les commandants du Kremlin peuvent continuer à déplacer les navires entre différents ports et bases, mais les équipes de drones ukrainiennes continueront à les traquer avec une précision implacable et une efficacité incroyable encore et encore. Et plus cela se produit, plus il devient difficile pour la Russie d'utiliser réellement sa flotte de la mer Noire de façon vraiment utile. Au début de la guerre, les forces du Kremlin comptaient sur les frégates et croiseurs lance-missiles en mer Noire pour tirer des missiles sur les villes et agglomérations ukrainiennes. Aujourd'hui, ils hésitent à utiliser ces navires de guerre, sachant que les drones ukrainiens les localiseront vite et enverront des essaims pour les détruire. Et si ces navires sont trop éloignés du port, il y a un risque bien réel qu'ils coulent, emportant avec eux des centaines de membres d'équipage ainsi que tous leurs missiles coûteux et leurs technologies militaires au fond de la mer. Alors, à la place, beaucoup des meilleurs navires russes, comme l'amiral Esson, restent simplement à quai dans les ports, ne contribuant presque rien à l'effort de guerre global et devenant des cibles faciles pour leurs adversaires. Et l'Ukraine a bien l'intention de continuer à trouver et frapper ces cibles jusqu'à ce que chacune d'entre elles soit anéantie. Magyar lui-même déclarant très clairement « Tu es condamné à couler un jour, tas de ferraille, tu ne peux pas te cacher. » Petite parenthèse, vous êtes sur l'émission militaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ce n'est pas la première fois que l'Ukraine attaque l'amiral Esson. Ce n'est pas non plus la deuxième fois. C'est en fait la 4e frappe signalée sur ce navire en particulier. La première remonte à 2022 lors des premières phases de la guerre. Au moment où l'Ukraine a coulé le Moskva, des responsables ont aussi signalé que l'amiral Esson avait subi d'importants dégâts et avait été retiré des opérations après une frappe de missiles de croisière Neptune. On pense que la frégate a ensuite été retirée de la zone de conflit afin de subir des réparations. Les équipages de drones ukrainiens ont continué à scruter la zone, à la recherche du moindre signe du navire de guerre au fil des mois et des années, prêts à le remettre hors d'état de nuire à nouveau. En mars 2026, ils ont eu leur chance. Dans la nuit du 2 mars, pour être exact, l'amiral Esson a de nouveau subi de graves dommages lors d'une frappe parfaitement exécutée sur le port de Novorossiysk. L'Ukraine aurait visé la superstructure du navire, provoquant un incendie massif qui a duré environ 18 heures et endommagé plusieurs des systèmes essentiels nécessaires aux opérations de combat. Les lance-grenades du navire, utilisés pour tirer des leurres thermiques et des diffuseurs radio, ont explosé lors de l'attaque. Son complexe de guerre électronique TK-25, conçu pour détecter les radiations radar et générer des interférences, a aussi été endommagé, réduisant fortement la capacité de défense de la frégate. Plusieurs des systèmes radars de l'Esson auraient également été endommagés ou détruits lors de l'attaque, y compris ceux utilisés pour détecter les cibles ukrainiennes et guider les missiles calibre du navire. En résumé, l'attaque a anéanti la capacité de la frégate à lancer des missiles contre l'Ukraine, annulant ainsi les capacités offensives de l'un des bâtiments navals les plus précieux de la Russie. Un navire de guerre de 500 millions de dollars est soudainement devenu sans valeur. Les forces ukrainiennes de systèmes sans pilote refusaient de rester inactives et de laisser à l'ennemi le temps et la liberté pour effectuer les réparations nécessaires. Juste un mois après l'attaque de mars, le 6 avril, ils ont frappé de nouveau. Novorossiysk a de nouveau ressenti la fureur des drones ukrainiens, des experts du renseignement en source ouverte, révélant que l'amiral Esson n'avait pas passé la nuit indemne. Les images satellites du site indiquaient que la frégate avait subi de nouveaux impacts sur sa section avant, juste à côté du canon naval A190 de 100 mm. Cette zone abrite aussi les systèmes de gestion des ancres, les composants auxiliaires du navire et juste en dessous, le sonar de détection de sous-marins. Ce système sonar serait extrêmement fragile, et même des dommages mineurs peuvent l'empêcher de fonctionner correctement.
Donc, s'il a été touché lors de l'attaque, les experts estiment que la Russie devra consacrer beaucoup de temps et d'argent pour le remettre en service. Certains ont aussi affirmé que la frappe avait sans doute limité la mobilité du navire, l'empêchant de quitter le port. Cela rendrait alors encore plus facile pour l'Ukraine de frapper à nouveau, ce qui est exactement ce qui s'est passé en mai, tout en réduisant encore davantage la capacité de l'Esson à naviguer en mer Noire et à lancer toutes sortes d'attaques contre l'Ukraine. Mars, avril et maintenant mai. En 3 mois, 3 attaques ont visé l'un des navires de guerre russes les plus précieux. C'est une réussite spectaculaire pour l'Ukraine, mais une humiliation totale pour la marine russe. Une frappe aurait pu passer, mais dès que cette première attaque a eu lieu en mars, toute force militaire compétente aurait dû prendre des mesures de précaution complètes pour empêcher que cela ne se reproduise. La Russie aurait dû, par exemple, déployer des mesures supplémentaires anti-drones et des systèmes de défense aérienne à Novorossiysk, ou mettre en place une meilleure couverture radar afin de pouvoir détecter l'arrivée des drones et y répondre de manière plus proactive. Elle aurait au moins pu déployer des équipes mobiles au sol pour scruter le ciel et tenter d'abattre les drones ukrainiens à leur approche. Elle ne paraît toutefois pas avoir significativement amélioré la défense de la région. Elle a laissé l'Ukraine entrer sans opposition et frapper impunément, infligeant des frappes dévastatrices et laissant au Kremlin moins de moyens et des réparations toujours plus coûteuses à gérer. Pour aggraver la situation pour la Russie, l'amiral Essen et la corvette du projet 1239 n'étaient là les seuls équipements endommagés dans la nuit du 23 mai. Magyar a également signalé une liste impressionnante de cibles supplémentaires que ses opérateurs de drones ont réussi à frapper, y compris un système de missiles solaires OSA, à Donetsk, d'une valeur d'environ 10 millions de dollars. Plus, une base arrière et un centre logistique utilisés par la 6e armée de l'air et de la défense aérienne de la Russie dans la localité de Rovenki, située dans la région de Louhansk. Un poste de commandement de drones a été touché dans la région de Kherson, ainsi que des camions-citernes et véhicules blindés dans la région de Zaporijia. De retour à Novorossiysk, 2 terminaux pétroliers, les terminaux Chastkaya et Gorchikova pour être précis, ont également été touchés. Ce dernier serait le plus grand site de stockage de pétrole de toute la région du Caucase, capable de stocker jusqu'à 1,2 million de tonnes de carburant au total. Un large éventail de cibles situées à divers endroits, toutes visées avec succès et soit endommagées, soit détruites en l'espace d'une seule nuit. C'est un témoignage remarquable de la façon dont l'Ukraine a réussi à maîtriser l'art de la guerre par drone. Alors que la Russie continue de lancer ses énormes essaims sur les villes et villages ukrainiens, espérant simplement infliger le plus de dégâts possible sans intention claire ni objectif global guidant ses tactiques, l'Ukraine adopte une approche beaucoup plus mesurée et méthodique. Elle sélectionne ses cibles avec soin, récoltant des informations pour repérer les cibles qui comptent le plus pour la Russie. Exemple, les infrastructures liées à son industrie pétrolière et le matériel militaire coûteux, permettant ses attaques à longue portée contre villes et civils ukrainiens. Ces agents traquent ces cibles, localisent leur position et choisissent le moment idéal pour les éliminer. Et ça fonctionne. Chaque semaine, de plus en plus de rapports signalent des frappes ukrainiennes réussies, non seulement le long de la ligne de front, ou à une distance de 16 à 24 km derrière elle, mais aussi loin à l'intérieur des régions occupées et du territoire russe. Des drones s'aventurent loin derrière les lignes ennemies, repèrent ce qui compte le plus pour le Kremlin et les éliminent, causant des milliards de dollars de dégâts, et lentement mais sûrement, réduisant la capacité de la Russie à mener cette guerre en la rendant beaucoup plus coûteuse et insoutenable. Ils ramènent aussi la guerre au peuple russe, non en visant les civils ou infrastructures civiles, mais en illuminant le ciel russe par des incendies et explosions, tandis que navires de guerre et raffineries sont attaqués à plusieurs reprises. Cela aide à briser le mythe d'une machine de guerre du Kremlin toute puissante et affaiblit les déclarations de Poutine sur une victoire imminente de la Russie. En raison des attaques répétées et de plus en plus efficaces de l'Ukraine, même les nationalistes russes les plus radicaux et les soi-disant blogueurs Z ont commencé à critiquer les décisions de Poutine et à dénoncer ce qu'ils considèrent comme un niveau d'incompétence presque embarrassant parmi les dirigeants militaires du pays. Le grand public, quant à lui, est de plus en plus d'avis que la guerre doit être terminée au plus vite, les sondages montrant que la popularité du président diminue de jour en jour. De telles histoires illustrent la dégradation de la défense aérienne russe, car l'Ukraine touche désormais des cibles régulièrement, pas seulement toutes les 2 semaines. Au contraire, elle parvient à frapper plusieurs cibles dans plusieurs régions, toutes en même temps.
Normalement, ce n'est pas possible. La Russie a investi des milliards dans cette guerre. Elle devrait disposer des défenses nécessaires pour arrêter certaines de ces attaques, mais elle en est clairement incapable, car l'Ukraine s'est également concentrée sur l'élimination du plus grand nombre possible de batteries anti-aériennes, de radars et de systèmes de missiles, ouvrant ainsi la voie aux drones et aux missiles pour traverser sans opposition, et laissant des cibles comme l'amiral Esson complètement exposées. L'Ukraine vient encore de démolir le mythe de la défense aérienne russe. Elle a détruit une autre grande installation militaire russe, éliminant environ 100 soldats ennemis au passage. C'est simplement le dernier d'une longue série d'attaques de plus en plus dévastatrices, parfaitement planifiées et exécutées sans faute, démontrant la puissance croissante des forces armées ukrainiennes et les perspectives de plus en plus faibles de leurs adversaires. Les détails de l'attaque ont été partagés le 21 mai par nul autre que le président ukrainien lui-même, Volodymyr Zelensky. Il a confirmé que l'équipe Alpha des forces spéciales du service de sécurité ukrainien, le SBU, avait mené la frappe qui visait un quartier général du service fédéral de sécurité russe, le FSB, qui se trouvait apparemment près de la ville de Henichesk, une ville portuaire de la région de Kherson, partiellement occupée, dans le sud de l'Ukraine. Surplombant la mer d'Azov, Henichesk est situé sur la flèche d'Arabit, une langue de terre qui sépare la mer de la mer d'Azov, une série de lagunes salées et qui s'étend jusqu'à l'est de la Crimée. Là-bas, selon les rapports, le FSB avait établi un poste de commandement assez important, certains analystes suggérant qu'ils avaient réaménagé une sorte d'ancien hôtel ou complexe touristique. Peu importe ce que c'était autrefois ou comment cela avait été utilisé, la zone avait été entièrement prise en charge par les services Komsel secrets russes, avec un total de 9 bâtiments principaux. Chaque bâtiment a été visé par des opérateurs de drones ukrainiens, parmi les meilleurs mondiaux. Certains drones auraient frappé les toits, d'autres seraient entrés par les fenêtres pour exploser à l'intérieur. De nombreuses explosions de grande ampleur ont été signalées sur le site et un incendie massif s'est ensuite déclaré. Des preuves vidéo partagées en ligne par le SBU ont confirmé l'impact majeur des drones sur le complexe, provoquant d'importantes gerbes de feu, d'éclats et de fumée lors des collisions. De plus, le service FIRMS de surveillance par satellite de la NASA a détecté de fortes signatures thermiques sur les sites frappés le 17 mai date, à laquelle l'attaque aurait eu lieu. Le rapport de Zelensky a aussi apporté de nouveaux détails sur la frappe. Les soldats du centre des opérations spéciales A du SBU obtiennent de bons résultats. Le quartier général des officiers du FSB russe a été touché, et un complexe anti-aérien, Pantsir S, a été détruit sur notre territoire temporairement occupé. Cette opération a causé aux Russes environ 100 pertes parmi les occupants tués et blessés. Les Russes doivent comprendre qu'ils doivent mettre fin à leur guerre. Les sanctions ukrainiennes de moyenne et longue portée continueront de fonctionner. Approfondissons un peu les faits. Zelensky a cité un Pantsir SS, l'une des meilleures défenses aériennes russes. Faisant partie de la grande famille Pantsir, le SS-1 est un système automoteur de missiles solaires et d'artillerie anti-aérienne à courte et moyenne portée, conçu principalement pour protéger les unités militaires, les infrastructures et même d'autres défenses aériennes. Il combine des canons automatiques de 30 mm et des missiles guidés par radar, utilisant un radar d'acquisition et des systèmes électro-optiques pour suivre jusqu'à 40 cibles à la fois. Il peut aussi engager plusieurs menaces à la fois, des avions et hélicoptères aux drones et munitions de précision. En résumé, il s'agit d'un matériel assez haut de gamme, et les Pantsir ont été largement utilisés durant le conflit. La Russie les a utilisés pour contrer les essaims de drones ukrainiens, et les avions à basse altitude par exemple. Chaque unité vaut jusqu'à 20 millions de dollars, donc sa destruction par l'Ukraine est une vraie réussite pour Kiev et un nouveau problème économique pour l'ennemi. Il y a ensuite le coût humain de l'attaque. On estime qu'environ 100 soldats russes ont été tués ou blessés, tout cela en une seule journée. Aucune confirmation indépendante du nombre de morts, mais les vidéos sont très explicites. Les explosions sont si puissantes qu'il est presque impossible que quiconque dans ces bâtiments ait pu s'en sortir indemne. Même si l'estimation ukrainienne semble exagérée, il est probable qu'il y ait eu des dizaines de victimes russes. Mais peut-être que l'élément le plus accablant de toute cette histoire est le fait qu'il y avait un système de défense aérienne dans cette zone, le Pantsir SS-1. Pourtant, il n'a clairement pas suffi à protéger l'installation, ni même à se défendre lui-même.
Selon les analystes, ces drones ont probablement parcouru environ 200 km, soit 125 miles pour atteindre leur destination, voire plus, selon l'endroit d'où ils ont été lancés. Ils ont parcouru tout ce chemin, traversant potentiellement d'autres défenses aériennes en route, ainsi que le Pantsir qu'ils ont finalement éliminé, mais n'ont tout de même pas été abattus. L'importance de l'impact indique que les drones portèrent des ogives plus grosses que la normale. Pendant longtemps, lorsqu'il s'agissait de planifier et d'exécuter des attaques de drones, l'Ukraine était souvent obligée de choisir entre la portée ou la puissance explosive. Elle ne pouvait avoir que l'un ou l'autre, soit envoyer ses drones plus loin, mais avec des ogives plus petites, soit embarquer plus de puissance explosive, mais devoir se concentrer sur des cibles plus proches de chez elle. Selon nos informations, il semble que le problème de ce compromis soit enfin réglé, car l'Ukraine lance désormais des attaques de drones plus destructrices sur des cibles éloignées. Et ce n'est pas simplement un incident isolé. Cela fait partie d'une liste de plus en plus longue d'exemples montrant que la Russie est totalement incapable de protéger adéquatement ses sites les plus importants, même ceux qui sont assez éloignés des lignes de front. En effet, seulement quelques jours après l'attaque de Kherson, dans la nuit du 19 mai, l'Ukraine a célébré une autre frappe réussie, cette fois en plein cœur de la région occupée de Donetsk, dans la ville de Chisne. Là-bas, des pilotes de drones ukrainiens ont mené une attaque de précision contre leurs homologues russes. Ils ont localisé et détruit un centre d'entraînement utilisé par les forces armées russes pour former des opérateurs de drones à la guerre. Robert Brovdi, surnommé Magyar, l'un des porte-paroles les plus connus des forces des systèmes sans pilote, a partagé les détails de l'attaque sur Facebook. Il a révélé que la mission avait été nommée Neige pour Akhmat, car Chizna se traduit par neigeux en anglais. Magyar a également expliqué que 11 drones d'attaque ont été utilisés, chacun étant équipé d'une ogive de 100 kg, soit 220 livres, et il a ensuite révélé l'impact de l'attaque. Nous avons frappé un centre d'entraînement et de production, ainsi qu'un point de déploiement temporaire du 78e régiment motorisé d'opérations spéciales Seva Akhmat, nommé d'après A. Kadyrov, opérant au sein de la 42e division de l'armée des Verts. Le bâtiment principal à 2 étages, couvrant 2484 mètres carrés, abritait des installations d'assemblage de drones et d'ogives, ainsi qu'un étage où le personnel était stationné. Le stock de munitions dans le sous-sol a laissé des impressions inoubliables aux Verts qui se trouvaient sur place. Magyar a poursuivi en notant qu'environ 65 cadets des forces spéciales russes ont été tués lors de l'attaque, ainsi que le chef du centre, qui est également docteur à l'Académie russe des services de roquettes et d'artillerie, dont le nom de code est Bouri. C'est justement le type d'endroit que les Russes devraient pouvoir protéger. C'est en territoire occupé, c'est un site militaire important, et cela n'aurait pas dû être si difficile pour ce qui est censé être la deuxième armée la plus puissante du monde de mettre en place des défenses aériennes adéquates autour de cet endroit. Encore une fois, des drones ukrainiens ont pénétré la zone sans opposition et détruit leurs cibles impunément. Ce phénomène devient plus fréquent à mesure que la guerre continue. Fin avril, des opérateurs de drones du 413e régiment indépendant des forces des systèmes sans pilote ont frappé le centre Base Samat en Russie, un site clé de développement de drones dans la région occupée de Zaporijia. Selon l'armée, la frappe a ciblé un point de déploiement temporaire et plusieurs ateliers où les forces russes fabriquaient des drones, des systèmes robotiques terrestres et du matériel de guerre électronique. Plus tôt en avril, il y a eu une attaque encore plus importante, avec de nombreuses cibles effacées de la surface de la Terre par les pilotes de drones létaux ukrainiens. Au cours d'une seule nuit, le 15 avril, les forces de systèmes sans pilote ont éliminé 3 systèmes de missiles de défense aérienne distincts, 2 bases Iskander, une base Rubicon, 2 dépôts de pétrole, un dépôt de munitions en Crimée, ainsi que plusieurs installations militaires à Donetsk, pour un total de 16 cibles. Magyar a de nouveau fièrement partagé la nouvelle en ligne, expliquant comment les pilotes du 9e bataillon Karos de la 414e brigade séparée des oiseaux magyars ont réalisé cette attaque quasi miraculeuse. On en arrive à un point où il ne se passe pratiquement pas une semaine sans que des gros titres et des reportages n'émergent à propos d'une nouvelle frappe de ce genre. Les drones ukrainiens détruisent régulièrement des cibles russes importantes, ciblant souvent les systèmes de défense aérienne ou les infrastructures qu'ils protègent. Avant d'analyser les impacts à long terme de ces attaques, abonnez-vous à The Military Show si ce type d'analyse vous intéresse. Nous décryptons cela chaque semaine. La fréquence croissante des attaques aggrave la situation pour la Russie. Des blogueurs militaires nationalistes radicaux expriment leur frustration et se retournent contre le Kremlin, se demandant comment et pourquoi on laisse de telles attaques se produire.
Leur colère est compréhensible. La Russie est censée être l'une des plus grandes puissances militaires mondiales. Elle doit affronter un adversaire bien plus petit et faible. Elle aurait dû gagner cette guerre il y a des années. Pourtant, nous voilà plus de 4 ans après le début des combats, et, au lieu d'être sur le point de remporter la victoire, la Russie n'a jamais paru aussi faible tandis que l'Ukraine est devenue de plus en plus forte. Et des attaques, comme celle-ci, servent vraiment à mettre en évidence les différences spectaculaires entre les stratégies, les tactiques et la capacité globale des deux camps à s'adapter aux défis auxquels ils sont confrontés et aux conditions changeantes de la guerre dans son ensemble. D'un côté, il y a la Russie, qui depuis le premier jour a essentiellement agi avec la conviction inébranlable que la force brute est tout ce qu'il faut pour gagner cette guerre. Bien que ces tactiques aient légèrement évolué au fil du temps, passant d'une focalisation initiale sur les blindés et les assauts mécanisés à une utilisation accrue des drones et des bombes planantes, la stratégie globale a toujours semblé se résumer à un principe simple. Si la Russie envoie assez d'hommes et de munitions en Ukraine, elle gagnera. Les défenses du pays finiront par céder. Même si cela coûte 1 million de vies et des milliards en équipements, la victoire du Kremlin devrait être inévitable. Le problème, c'est que même si une victoire russe pouvait sembler inévitable au premier stade de la guerre, cela ne donne plus cette impression depuis plusieurs années maintenant. Les gains territoriaux du pays ont diminué, ses pertes ont explosé, et ses progrès vers la réalisation de ses objectifs se sont arrêtés, stagnent, et ont même régressé dans certaines zones. Cela ne signifie pas que la Russie est sur le point de perdre la guerre ou qu'elle n'inflige plus de dégâts à l'Ukraine. La machine de guerre du Kremlin continue d'effectuer presque quotidiennement des frappes à longue portée sur les villes et localités ukrainiennes, en s'appuyant fortement sur des missiles et des drones pour cela. Elle tue toujours des civils et détruit massivement les infrastructures. Mais l'Ukraine résiste encore. Parce que même si l'approche de la Russie provoque beaucoup d'effusions de sang et de brutalité, c'est aussi une approche qui manque de toute direction ou intention claire. Le Kremlin semble simplement penser qu'il lui suffit de continuer à pousser, d'envoyer des essaims de drones, des missiles et des bombes planantes, et qu'éventuellement, l'Ukraine finira par céder et s'effondrer. Il maintient la pression, mais en général, il fait simplement la même chose encore et encore, tout en s'attendant d'une manière ou d'une autre à des résultats différents. Pendant ce temps, de l'autre côté de ce conflit, nous avons l'Ukraine, qui a adopté une approche radicalement différente de la guerre, en se concentrant sur l'innovation, l'adaptation et l'optimisation de chaque ressource à sa disposition. La logique des frappes de drones et missiles russes est difficile à comprendre. Mais on la voit beaucoup plus clairement du côté ukrainien. La frappe sur la base du FSB, avec d'autres attaques récentes sur des centres d'entraînement de drones, des défenses aériennes et des installations militaires, démontrent clairement le plan du pays. Plan en 2 phases. La première vise à détruire systématiquement un maximum de défenses aériennes russes. Les S-300, S-400, Pansir, Buk, Tor, tous ces systèmes et d'autres encore sont traqués et éliminés par les équipes de drones ukrainiennes, tombant comme des dominos semaine après semaine. Certains coûtent des dizaines, d'autres des centaines de millions, et certains frôlant même le milliard de dollars. À chaque destruction de ces systèmes, la Russie subit une perte financière et ne peut les remplacer indéfiniment, son stock n'étant pas illimité. Fabriquer davantage de ces systèmes demande temps, argent et matériaux, laissant la Russie avec plus de failles dans sa défense. C'est là qu'arrive la seconde phase. Après la neutralisation des défenses, l'Ukraine peut utiliser des armes plus lourdes, comme de grands drones, plus lents, mais capables de transporter de plus grosses charges contre les infrastructures russes. C'est pourquoi raffineries, nœuds logistiques, postes de commandement, quartiers généraux et autres cibles importantes sont régulièrement incendiés par les munitions ukrainiennes. Ce n'est pas par hasard ou par chance, c'est intentionnel. L'Ukraine collecte en permanence des renseignements sur l'ennemi, localise ses défenses et cherche à les éliminer. Elle s'est nettement améliorée dans tous ces domaines au fil de la guerre. En effet, si l'on remonte de seulement quelques années en arrière, ce genre de choses n'arrivait tout simplement pas régulièrement. L'Ukraine lançait parfois des frappes en profondeur contre des cibles russes, mais celles-ci restaient généralement sporadiques, parfois espacées de semaines ou de mois. Elle causait moins de dégâts à l'époque, car le pays n'avait ni les armes sophistiquées ni l'expérience actuelle. Aujourd'hui, les choses sont complètement différentes. Plus résiliente et mieux préparée face au conflit, l'Ukraine sème le chaos chez son ennemi et ne lui laisse guère le temps de souffler entre les attaques. Il fut un temps où seuls les Russes en première ligne ou à proximité risquaient d'être tués par des drones ukrainiens, car ceux-ci ne pouvaient pas s'aventurer loin sans être abattus. Aujourd'hui, encore une fois, c'est une toute autre histoire.
De plus en plus, on voit des rapports faisant état de drones ukrainiens, parcourant des dizaines, voire des centaines de miles en territoire ennemi, pénétrant profondément dans les régions occupées, ou même franchissant la frontière pour entrer en Russie, traquant et détruisant les troupes du Kremlin avec facilité. Personne n'est en sécurité, nulle part n'est sûr. Et tout cela est grâce au plan directeur de l'Ukraine, qui consiste tout simplement à rendre cette guerre aussi difficile que possible à mener pour la Russie. Il faut neutraliser les défenses ennemies, détruire ses atouts clés et couper les lignes qui alimentent le front et la machine de guerre du Kremlin. Cela fonctionne très bien. Car la Russie s'affaiblit tandis que l'Ukraine se renforce. Plus elle élimine de défenses, plus de voies s'ouvrent pour d'autres attaques, plus elle détruit d'infrastructures, plus la Russie doit consacrer de temps et d'argent aux réparations. Plus elle coupe les lignes d'approvisionnement, plus il est difficile pour les forces de première ligne du Kremlin de survivre et de préparer leur prochain mouvement. L'Ukraine pourrait désormais, en théorie, frapper presque chaque jour des cibles russes de grande valeur. En fait, entre le 1er et le 21 mai, les forces ukrainiennes de systèmes sans pilote ont déclaré avoir éliminé au total 20 systèmes de défense aérienne. Cela revient pratiquement à 1 par jour. Ce n'est tout simplement pas tenable du point de vue russe. Comment espérer gagner une guerre si le pays ne protège même pas ses infrastructures loin du front ? Comment peut-il espérer une victoire inévitable alors que ses défenses tombent ? La réponse est simple, il ne le peut pas. La Russie est en train de perdre. Elle subit des frappes, et ses chefs militaires ne trouvent pas de solution à leurs problèmes. Ils doivent rationner leur dernière défense aérienne, en déplaçant les systèmes vers les zones stratégiques et en laissant d'autres exposés. La preuve en est sans doute la plus visible en Crimée, où les blogueurs militaires russes se plaignent que le Kremlin semble avoir abandonné toute idée de tenter de défendre correctement le territoire qu'il a illégalement saisi en 2014. Le blogueur Maxime Kalachnikov déclare « La route terrestre vers la Crimée ressemble de plus en plus aux routes d'Afghanistan dans les années 1980. Des carcasses de véhicules jonchent la route. L'ennemi perturbe l'approvisionnement par drone. » Un autre blogueur a ajouté qu'il semble y avoir un effort systématique pour couper le corridor logistique terrestre vers la Crimée, tandis qu'un autre nommé Romanov note « Il est évident que le nombre et la fréquence de telles attaques vont bientôt augmenter. » Ce n'est cependant pas évident pour le ministère de la Défense et l'état-major russe. Sur l'itinéraire, l'absence de postes de surveillance aérienne signifie qu'aucune équipe ne s'opposera aux drones. Il ajoute qu'il n'y a personne dans la zone pour assurer la sécurité des civils, pas de groupe d'observation mobile, pas de filet de protection installé pour se prémunir contre de futures attaques de drones. Encore une fois, ce n'est pas normal. Dans le passé, dans les zones importantes pour des raisons logistiques ou proches de la ligne de front, la Russie était au moins capable de mettre en place un dispositif défensif conséquent. Elle disposait, par exemple, de filets, de mesures anti-drones, de brouilleurs électroniques et d'équipes mobiles de drones. Aujourd'hui, tout cela a disparu, mais pas parce que la Russie ne veut pas défendre les territoires conquis. C'est parce que l'Ukraine frappe au bon moment et aux bons endroits, rendant l'organisation d'une défense sérieuse presque impossible à son ennemi. Avec moins d'actifs et de ressources disponibles et des frappes croissantes sur ses infrastructures et défenses, les perspectives de la Russie semblent plus sombres que jamais. Pendant 50 ans, Moscou a construit l'un des plus grands réseaux énergétiques de la planète. D'immenses raffineries de pétrole, des milliers de kilomètres de pipelines, d'immenses installations de stockage et un véritable labyrinthe de réseaux routiers et ferroviaires reliant le tout. Différentes pièces d'un même puzzle, toutes avec un objectif commun, alimenter le plus grand pays de la planète. Des générations de planificateurs soviétiques puis russes ont construit un système d'une taille et d'une ampleur presque sans précédent. Générer suffisamment de carburant, non seulement pour garder les lumières allumées dans des dizaines de millions de foyers, mais aussi pour soutenir et renforcer l'ensemble de l'économie du pays, ainsi que son armée, conférant à la Russie une puissance et une influence incroyables sur la scène mondiale. Pendant des décennies, ce même système a été, sans aucun doute, l'un des plus grands atouts du pays, et il a conservé cette force même pendant les périodes difficiles. Il a survécu à l'effondrement de l'Union soviétique, il a résisté aux crises économiques et aux sanctions internationales. Il est resté solide durant les bouleversements politiques et s'est encore amélioré avec le temps. Un mastodonte industriel sans égal alimentant l'une des plus grandes forces armées de la planète. Mais ce monstre a peut-être enfin trouvé son adversaire, car un système qui semblait autrefois inébranlable est en train de s'effondrer, littéralement, et tout cela grâce à l'Ukraine. Rien qu'au mois de mai,
les forces de Kiev ont frappé plusieurs grandes installations pétrolières russes, mettant le feu à des raffineries et à des sites logistiques essentiels. Cela n'a même pas nécessité de bombardiers sophistiqués ni de missiles coûteux. De simples drones longue portée, peu chers, ont suffi pour la mission. Le résultat n'est pas seulement une crise économique à laquelle Moscou doit faire face, mais aussi une crise existentielle, car les fondations mêmes sur lesquelles son pays a été construit commencent à s'effondrer. Pour l'Ukraine, la guerre pourrait être gagnée non en détruisant l'armée russe, mais en brisant le système qui la soutient. Avant d'analyser les conséquences de la campagne d'Ukraine, voyons d'abord ses véritables objectifs. Les gros titres se concentrent principalement sur les raffineries de pétrole et les réservoirs de carburant. Mais en réalité, c'est bien plus que cela. Les soviétiques n'ont pas passé des décennies seulement à bâtir des usines pétrolières. Ils ont construit une machine industrielle vaste et complexe, une machine qui s'étend sur des milliers de kilomètres carrés, depuis les champs pétrolifères de Sibérie jusqu'aux villes, cités et bases militaires, situées à des centaines de kilomètres de là. Les premières pièces de cette machine ont été installées après la Seconde Guerre mondiale. Alors que l'Union soviétique émergeait comme une superpuissance mondiale, ceux qui occupaient les plus hautes fonctions du pouvoir ont compris quelque chose d'important. Quelque chose qui allait définir la géopolitique mondiale pour les générations à venir. Le carburant, c'est le pouvoir. Les véhicules militaires en avaient besoin. Les véhicules civils en avaient besoin. Les usines en avaient besoin. Des économies entières en avaient besoin. L'Union soviétique bénéficiait d'être située au-dessus de vastes réserves mondiales de pétrole et de gaz. Ils n'avaient pas à chercher loin pour trouver l'énergie qui les rendrait riches et puissants, mais ils devaient apprendre à l'exploiter et la transporter. C'est ainsi qu'a commencé l'un des plus grands projets d'infrastructure que le monde ait jamais connu. Cela a pris des années, des décennies en fait, mais pièce par pièce, les soviétiques ont donné vie à leur vision. Ils ont construit des raffineries, stations de pompage, terminaux pétroliers, centres de traitement, etc. De nouvelles installations ont émergé à travers les plus de 17 millions de kilomètres carrés de la Fédération de Russie. Les soviétiques voulaient aussi que ce système alimente leur économie en temps de paix. Ils voulaient aussi qu'il résiste à une guerre. Parce qu'ils avaient vu ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient vu comment les chaînes d'approvisionnement s'étaient effondrées et brisées sous le poids de l'invasion. Ils avaient constaté que la résilience industrielle des pays était liée à leur capacité à survivre en période de conflit et de crise. Pour maximiser la résistance à la guerre, ils ont conçu leur système par couches, interconnectés, avec résilience, redondance, système de secours et dispositifs de sécurité. Les nœuds du système étaient aussi interconnectés. Les liaisons ferroviaires reliaient les dépôts aux pipelines, et les pipelines aux raffineries. Et à l'apogée de la guerre froide, ce système devenait rapidement l'un des plus grands et des meilleurs au monde. Il était utilisé non seulement dans les foyers, entreprises et industries soviétiques, mais aussi comme avantage économique croissant. Les exportations de pétrole grimpaient en chaque année, injectant d'importantes sommes dans les caisses de Moscou. Puis l'Union soviétique s'est effondrée. Cela n'a en fait rien changé pour le secteur de l'énergie. Même si c'était une période de changement énorme et de bouleversement politique pour la Russie dans son ensemble, ainsi que pour les autres anciennes nations soviétiques, toutes les infrastructures qui avaient été construites jusque-là, ainsi que tout le potentiel de pouvoir et de richesse qu'elles représentaient, sont restés. La Fédération de Russie a hérité d'une économie fonctionnelle, alimentée par ses pipelines, raffineries et installations. Au fil des années, ils ont modifié certains aspects, notamment les noms et les entreprises qui possédaient et exploitaient ces installations. Nombre d'entre elles ont été agrandies et modernisées, mais la structure initiale du système subsiste et reste visible aujourd'hui. Bon nombre des plus grandes raffineries du pays existent depuis des décennies, comme la raffinerie d'Omsk par exemple, qui a été mise en service en 1955. La Russie devait simplement s'appuyer sur cette base solide et améliorer l'infrastructure pour la rendre plus efficace et adaptée aux normes modernes. Et l'homme chargé d'une tâche aussi colossale n'était autre que Vladimir Poutine lui-même, qui est arrivé au pouvoir au tournant du millénaire. À cette époque, l'infrastructure soviétique montrait ses premières fissures. Les pipelines commençaient à rouiller, et les raffineries montraient leur âge, produisant principalement du fioul lourd de basse qualité, plutôt que les formes de diesel et d'essence de meilleure qualité vers lesquelles le monde évoluait. Poutine voulait stopper la chute. Ainsi, des années 2000 à 2010, le Kremlin a investi des dizaines de milliards de dollars dans les infrastructures du pays. Des géants de l'énergie tels que Gazprom et Lukoil ont recruté d'excellents ingénieurs occidentaux pour moderniser massivement les infrastructures.
Ils ont sans relâche intégré des équipements avancés dans des structures vieillissantes, redonnant vie à des installations épuisées. C'était un projet extrêmement coûteux et chronophage. Mais cela a fonctionné. Soudain, les raffineries russes produisaient parmi les meilleurs carburants et n'exportaient plus uniquement des matières premières. Elles alimentaient une grande partie de l'Europe, fournissant une part importante du diesel tout en conservant assez pour ses industries et machines militaires. Ce véritable miracle de l'ingénierie moderne avait mis plus de 50 ans à se réaliser. Mais il était enfin achevé, et semblait destiné à devenir le cœur battant de l'économie et de l'expansion de la Russie pour des décennies, voire des siècles à venir. Mais il y avait un défaut caché dans cette machine, un défaut que personne n'aurait pu prévoir, certainement pas les soviétiques, qui n'auraient jamais anticipé les types de technologies militaires que le XXIe siècle allait apporter. Ils ont construit leur système autour d'un nombre relativement restreint de raffineries gigantesques, chacune responsable d'une grande partie de la production totale de carburant du pays, plutôt que de miser sur un grand nombre de petites installations. Cela compte. Parce que s'il y avait des dizaines, voire des centaines de petites raffineries disséminées sur la carte de la Russie, chacune prenant en charge un petit pourcentage de la production totale, cela ne ferait pas forcément une grande différence si quelques-unes d'entre elles étaient endommagées ou détruites pendant une guerre. Mais lorsque vous avez ces énormes méga-complexes qui sont si importants et influents, ils deviennent aussi d'énormes cibles pour tout ennemi qui voudrait nuire à votre économie. Les soviétiques pensèrent que ces installations étaient en sécurité, puisque beaucoup d'entre elles étaient construites au cœur des régions russes, à des dizaines, voire des centaines de kilomètres des frontières internationales. Penser qu'un adversaire militaire puisse les viser aurait paru absurde à l'époque, surtout avec la Russie étant alors une si grande puissance militaire. Mais l'Ukraine est alors entrée en scène. Et puis est arrivée l'ère de la guerre par drone, et tout a changé. Cela ne s'est pas produit immédiatement. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, elle a pu s'appuyer sur la richesse et la puissance de son immense industrie pétrolière, tant pour les premiers échanges que durant les 2 premières années du conflit. Le secteur énergétique du Kremlin a longtemps été son principal atout, avec une armée bien plus grande que celle de l'Ukraine et d'importantes infrastructures pour la soutenir. Elle est entrée en guerre avec d'immenses réserves de carburant, des capacités de raffinage du pétrole inégalées et une industrie énergétique capable de soutenir des opérations militaires à grande échelle pendant des années. Parce que la guerre moderne dépend fortement du carburant, les conflits consomment de l'énergie. Chars, avions, navires de guerre et véhicules blindés consomment énormément de carburant très rapidement. Les convois de ravitaillement, longs de plusieurs kilomètres, consomment énormément de carburant pour acheminer nourriture, munitions et autres fournitures d'un point à un autre. Les générateurs, systèmes de communication, radars, défenses aériennes et infrastructures de terrain nécessitent aussi un approvisionnement constant en produits pétroliers pour rester opérationnels. La plupart des pays dans le monde ne seraient pas capables de produire suffisamment pour répondre à un niveau de demande aussi élevé. Mais la Russie le pouvait, grâce à l'infrastructure qu'elle avait mis longtemps à assembler. Les nations du monde occidental s'en sont rapidement rendues compte. Ils ont constaté que la Russie gagnerait sûrement si elle continuait à exporter son pétrole mondialement, accumulant ainsi des milliards de dollars. Alors ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour freiner le flux. Ils ont imposé des sanctions, gelé des avoirs, réduit leur dépendance aux ressources russes. Ils espéraient qu'en isolant rapidement la Russie, ils pourraient limiter sa capacité à poursuivre sa campagne de conquête. Mais ils ne sont pas allés assez loin, assez vite. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais la Russie a trouvé des moyens de s'adapter. Elle a utilisé des pétroliers fantômes pour transporter beaucoup de carburant en évitant les sanctions, et s'est tournée vers l'Est, trouvant de nouveaux acheteurs et partenaires en Asie, pour remplacer ceux perdus en Europe. Les revenus ont baissé dans certains secteurs, mais l'infrastructure est restée opérationnelle et le cœur du système a survécu. Même des années après le début de la guerre et sans atteindre ses objectifs, la machine de guerre russe fonctionnait toujours. Le carburant affluait, les fonds étaient générés, et le Kremlin semblait pouvoir continuer ainsi indéfiniment. Pour l'Ukraine, c'était une perspective effrayante. Cela signifiait en réalité que, peu importe les efforts des forces de défense ukrainiennes, peu importe à quel point elles s'étaient retranchées et défendaient leur territoire, peu importe à quel point elles ralentissaient l'avancée de l'ennemi, la guerre ne pouvait se terminer que d'une seule façon, par une victoire russe. Cela prendrait du temps et coûterait cher, mais tant que la Russie avait cet approvisionnement presque inépuisable en carburant, Poutine obtiendrait ce qu'il voulait. Les sanctions occidentales étaient insuffisantes. L'Ukraine devait agir elle-même.
C'est alors que les forces de Kiev ont effectué le plus grand changement stratégique de la guerre. Jusque-là, ils menaient la guerre selon les règles, en se concentrant sur les menaces évidentes devant eux. Les chars, l'artillerie, les véhicules blindés de transport de troupes, les dépôts de munitions et les lignes d'approvisionnement. Ils avaient agi comme toute armée dont le territoire est envahi. Ils avaient essayé de défendre leur territoire en ripostant directement contre l'ennemi, en tirant parti de l'avantage du terrain et de tactiques intelligentes pour déjouer leur adversaire et détruire autant d'actifs militaires que possible. C'était une approche logique, et elle avait sa valeur. Cela comptait quand les forces ukrainiennes détruisaient des chars russes ou éliminaient un groupe d'assaut visant un point clé du front. Mais ce plan avait un énorme problème. La Russie avait une profondeur incroyable. Elle utilisait d'importants stocks soviétiques de chars quand ces modèles modernes étaient hors service. Elle possédait des milliers de véhicules blindés. Elle possédait des avions de chasse, des bombardiers, de nombreux systèmes d'artillerie et remplaçait rapidement matériel et soldats après chaque perte. Tel l'hydre mythique, la machine de guerre du Kremlin semblait indestructible. Chaque fois que l'Ukraine pensait avoir remporté une victoire, la Russie revenait simplement avec plus de blindés, plus de munitions et plus d'hommes. Finalement, les stratèges militaires ukrainiens ont découvert le secret qui allait changer le cours de la guerre. Pour éliminer une mauvaise herbe envahissante, il ne suffit pas de couper les feuilles, il faut attaquer les racines et la détruire à la source. La même logique valait pour l'armée russe. Pour vaincre un ennemi aussi vaste, l'Ukraine ne pouvait se limiter à détruire chars et soldats. Il fallait frapper à la source et détruire le système même qui permettait à l'armée de fonctionner. Ce système se résumait à une chose simple, le carburant. Le carburant est essentiel à toute opération militaire moderne. Sans carburant, les armées ne vont nulle part. Les avions de chasse et les bombardiers restent cloués au sol. L'artillerie cesse de tirer. Et les chars se transforment de machines destructrices de chaos et de carnage en simples boîtes métalliques inutiles. Ainsi, l'Ukraine a commencé à regarder au-delà du front. Elle a regardé au-delà des chars, véhicules blindés et brigades devant elle. En agissant ainsi, elle a découvert le cœur de la machine militaire ennemie, raffinerie, oléoducs et infrastructures qui alimentaient tout le reste. Elle a compris que détruire un seul char passerait presque inaperçu aux yeux de l'ennemi, mais détruire un dépôt entier et couper le carburant à une centaine de chars aurait un impact bien plus significatif. Et elle avait l'outil parfait pour cette tâche, les drones. Peu coûteux et faciles à produire en masse, capables de parcourir de longues distances, suffisamment loin pour atteindre ces mêmes raffineries et installations que les soviétiques pensaient intouchables, et étonnamment difficiles à arrêter également. C'étaient les armes parfaites pour arracher le cœur même de l'armée russe. Et ainsi, commença la prochaine phase de la guerre, l'éradication systématique par l'Ukraine des infrastructures les plus importantes de la Russie. Pour plus d'analyses comme celle-ci, abonnez-vous à The Military Show. Nous expliquons tout ainsi chaque semaine. Les premières attaques ukrainiennes sur les infrastructures pétrolières russes ont commencé fin 2023. Il y a eu d'autres frappes sporadiques, tout au long de 2024. En 2025, la campagne s'est intensifiée, les frappes devenant de plus en plus régulières et dévastatrices. En 2026, l'Ukraine était pleinement engagée dans l'idée de détruire autant que possible le secteur énergétique russe. En effet, à la fin du mois de mai 2026, l'Ukraine avait mené plus de 150 de ces attaques. 32 ont eu lieu seulement durant les 5 premiers mois de l'année. C'est presque autant que ce que le pays a accompli en 2024, montrant combien les efforts de Kiev sont devenus plus féroces et efficaces avec le temps. Et les attaques ne sont pas seulement plus fréquentes, elles sont aussi plus dévastatrices. L'Ukraine possède désormais des drones plus puissants, plus grands, capables d'aller plus loin et de transporter des charges plus lourdes qu'avant. Chaque impact compte plus, chaque explosion est plus forte, chaque incendie brûle davantage, chaque attaque cause à la Russie des dégâts croissants et des coûts plus élevés. Les forces de Kiev s'emploient également à éliminer systématiquement autant de défenses aériennes russes qu'elles peuvent localiser et identifier, ce qui contribue aussi à l'effort général, car cela ouvre des brèches et des couloirs permettant aux drones de passer sans opposition. Cela permet à l'Ukraine de viser des raffineries, oléoducs et dépôts de carburant plus éloignés du front, sans craindre que leurs drones soient abattus. Cette stratégie a nécessité du temps et des efforts, et l'Ukraine a dû être patiente pour en voir les résultats. Mais maintenant, enfin, ces fruits sont clairement visibles, car l'économie de la Russie
ainsi que sa capacité à mener la guerre, part littéralement en fumée, à un rythme bien plus rapide que ce que le pays peut supporter. La meilleure preuve de cela est également venue en mai 2026, lorsque l'Ukraine a mené, non pas une, ni deux, ni trois, mais 7 frappes successives sur certains des sites du secteur énergétique les plus grands et les plus précieux de toute la Russie. Le premier incident s'est produit le 5 mai lorsque des drones d'attaque ukrainiens ont attaqué la raffinerie de pétrole de Kourichi dans la ville de Kourichi, dans la région de Leningrad, en Russie. Appartenant à Surgutneftegas, c'est la deuxième plus grande raffinerie de pétrole du pays. Elle a traité un chiffre extraordinaire de 17,5 millions de tonnes de pétrole brut, rien qu'en 2024. Cela représente 6,6% de toute la capacité de raffinage du pays. La seule raffinerie produisait environ 2 millions de tonnes d'essence, plus de 7 millions de tonnes de diesel, 6 millions de tonnes de fioul et environ 600 000 tonnes de bitume. Le 5 mai, l'installation a dû fermer après que des drones ukrainiens ont endommagé 3 de ces 4 unités de distillation du brut. Pour comprendre pourquoi cela est important, nous devons comprendre ce que sont réellement les CDU. Lorsque le pétrole brut est extrait du sol, il n'est pas très utile à l'humanité. Mélange épais, collant et complexe d'hydrocarbures devant être raffinés pour devenir utiles. La première étape majeure du raffinage est la distillation fractionnée. Le pétrole brut est chauffé à très haute température dans d'énormes fours pour être principalement vaporisé. Cette vapeur s'écoule ensuite dans de grandes tours en acier, les CDU, qui contiennent des dizaines de plateaux spécialisés. En montant, la vapeur se refroidit, et les différents hydrocarbures, ainsi que d'autres composants, se condensent sur les plateaux à différentes hauteurs dans la tour. Ces substances peuvent ensuite servir à produire du carburant pour avions, du diesel et de l'essence. Donc, sans les unités de distillation atmosphérique, les raffineries seraient simplement coincées avec du pétrole à l'état brut, incapables de le séparer ou de le traiter davantage. C'est ce qui en fait des cibles parfaites pour l'Ukraine. Car si vous arrêtez les unités de distillation atmosphérique, vous arrêtez essentiellement le fonctionnement de la raffinerie. D'autres cibles paraissent plus marquantes, comme quand les drones ukrainiens détruisent des réservoirs de carburant. Cela crée de grandes boules de feu impressionnantes dans les vidéos virales sur les réseaux sociaux, mais cela n'affecte pas beaucoup le flux de pétrole. La Russie peut souvent remplacer les réservoirs, parfois en quelques heures seulement. Avec les CDU cependant, même des dégâts apparemment minimes ont des effets énormes et étendus, car ils impactent l'ensemble de l'installation. De plus, lors du fonctionnement des raffineries, les CDU sont remplis de vapeurs très inflammables et volatiles. Peu suffit pour enflammer ces vapeurs, provoquant des incendies sous haute pression capables de déformer l'acier et difficiles à maîtriser pendant des jours. Les CDU sont également assez grands, atteignant souvent 60 mètres de haut. Elles deviennent ainsi des cibles plus grandes et faciles pour les drones ukrainiens, même de nuit ou par faible visibilité. Mais peut-être que le plus grand avantage est celui-ci. Les CDU sont très difficiles à remplacer. Surtout maintenant, et surtout en Russie. Elles ne peuvent pas être produites en masse en usine, ni facilement importées à cause des sanctions. Elles possèdent divers composants internes spécifiques, tels que des vannes de régulation de précision, et des capteurs spécialisés, dont certains ne sont produits que par certaines entreprises à certains endroits. Nombre de ces entreprises refusent tout contact avec la Russie, forçant les ingénieurs du Kremlin à se débrouiller avec des pièces trouvées ailleurs. Cela peut les amener à passer des mois littéralement à réparer des CDU endommagés, et pendant ce temps, les installations ne peuvent pas fonctionner ou sont obligées de tourner à une capacité fortement réduite. C'est ce qui s'est produit à Kourichi, où de grands incendies ont suivi la visite d'un essaim de drones ukrainiens. Des images satellites analysées par la NASA l'ont confirmé. Le service de sécurité ukrainien, le SBU, a également confirmé l'attaque, ajoutant que les forces de système sans pilote, avec les forces des opérations spéciales, avaient aussi frappé un réservoir de stockage dans une station de pompage voisine, donnant ainsi à la Russie un autre grand incendie à gérer. Pendant qu'ils gérèrent des suites de l'attaque, les pilotes de drones ukrainiens préparaient déjà la suivante. Le 7 mai, ils ont de nouveau frappé. Cette fois, leur cible était la raffinerie Permnos, située dans la région de Perm, à environ 1460 km, soit 908 miles à l'est de Moscou, et encore plus loin des lignes de front. Appartenant à Lukoil, l'une des plus grandes entreprises énergétiques de Russie, c'est la 7e raffinerie du pays par volume, avec un débit annuel dépassant 12 millions de tonnes. Cela représente environ 250 000 barils de pétrole par jour.
En 2024, elle a produit 2 millions de tonnes d'essence, plus de 5 millions de tonnes de diesel, ainsi que des centaines de milliers de tonnes de coke et de fuel. Mais ce n'est plus le cas. Selon Reuters et d'autres agences, des drones ont endommagé 3 principales unités de distillation, toutes contraintes à l'arrêt, soit la moitié de la capacité totale de la raffinerie. Une 4e unité de distillation avait déjà été arrêtée le 30 avril après une précédente attaque de drone. La raffinerie a dû fonctionner à une fraction infime de son niveau habituel. Une semaine après, la Russie était encore sous le choc. Une autre grande raffinerie a brûlé à Ryazan après une nouvelle frappe de drone de précision. Aux premières heures du 15 mai, les habitants ont partagé sur les réseaux sociaux des témoignages d'explosions et de bruits de drones au-dessus d'eux. En quelques heures, des vidéos et images ont envahi Internet, montrant des flammes léchant le ciel nocturne et d'immenses panaches de fumée noire au-dessus de la raffinerie. Peu de temps après, les autorités locales ont été contraintes de confirmer qu'il y avait eu des dégâts dans une installation industrielle, qui a rapidement été identifiée comme étant la raffinerie de pétrole de Ryazan. Appartenant à Rosneft, c'est une autre immense raffinerie de pétrole avec une capacité annuelle de raffinage d'environ 17 millions de tonnes. La chaîne ukrainienne Supernova Plus a signalé l'incendie d'unités de distillation sous vide dans l'installation. Cette raffinerie possède 4 unités principales de distillation atmosphérique et des installations pour l'hydrotraitement du gazole sous vide, le reformage catalytique et d'autres procédés clés. Si l'un de ces composants était endommagé, cette raffinerie fonctionnerait probablement bien, en dessous de sa capacité maximale pour un moment. Les ingénieurs venaient à peine de commencer à évaluer les dégâts à Ryazan, lorsque des drones ont été aperçus dans le ciel de Moscou le 17 mai. Leur cible, sans surprise, était encore une autre raffinerie de pétrole. La raffinerie, appartenant à Gazprom Neft, située au sud-est de Moscou, pour être précis, une filiale de Gazprom, où les opérations ont dû être suspendues, après que des drones se sont écrasés sur l'installation. Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, a confirmé l'incident et minimisé les dégâts publiquement. Mais des sources anonymes ont indiqué que l'usine ne serait opérationnelle que dans plusieurs jours. Ce n'est pas n'importe quelle usine, c'est une source majeure de carburant pour la capitale russe, affectant directement des millions d'habitants et d'entreprises. Comme d'autres sites, la raffinerie de Moscou affiche aussi des chiffres impressionnants. Elle a traité 11,6 millions de tonnes de pétrole brut en 2024 et produit environ 3 millions de tonnes d'essence. 3 autres millions de tonnes de diesel et environ 1,3 million de tonnes de bitume. L'Ukraine ne comptait pas s'arrêter. Le 20 mai, d'autres drones ont frappé une autre raffinerie de Lukoil dans la région de Nijni Novgorod, l'une des plus grandes villes de Russie. Située à environ 450 km, soit 280 miles à l'est de Moscou, cette installation traite environ 17 millions de tonnes de pétrole par an, ce qui en fait la 4e plus grande raffinerie de Russie. C'est le 2e plus grand producteur d'essence, mais il a dû stopper ses activités après l'attaque, qui a endommagé l'unité principale de distillation du brut. Cette unité de distillation représente environ la moitié de la capacité totale de l'installation, soit 190 000 barils par jour. Des images post-frappe montrent un incendie majeur et des dégâts sur l'unité de distillation du brut, accentuant la pression sur le secteur énergétique russe déjà fragilisé. Si la Russie pensait souffler un instant, elle se trompait. Seulement un jour après l'attaque précédente, une autre a eu lieu dans une autre région. Le 21 mai, des drones ont frappé l'unité principale de distillation du brut à la raffinerie Syzran de Rosneft, région de Samara. Cette même unité de distillation traite 70% de la capacité de l'usine, et elle a dû être arrêtée après l'attaque, les réparations devant durer au moins 1 mois. Cette raffinerie traite environ 170 000 barils de pétrole par jour pour produire 1,5 million de tonnes de diesel, ainsi que d'importantes quantités d'essence et de fuel par an. Cependant, du moins pour l'instant, elle ne fait rien de tout cela, et le chaos de mai en Ukraine n'était toujours pas terminé. Dans la nuit du 25 mai, l'état-major des forces armées ukrainiennes a confirmé leur 7e frappe réussie contre une infrastructure pétrolière du mois. Cette fois, ils se sont concentrés sur un dépôt de pétrole, le dépôt Belots, près de la ville de Vunechia, dans la région de Bryansk, pour être précis, à seulement quelques dizaines de kilomètres de la frontière ukrainienne. Capable de stocker plus de 40 000 tonnes de produits pétroliers, cet endroit revêt une importance capitale pour l'armée russe. C'est là que le Kremlin stocke de grandes quantités de carburant qui sont directement acheminés dans les convois de camions, transportant des ravitaillements et des munitions vers les unités de première ligne dans des endroits comme Koursk et Belgorod.
Des habitants ont signalé des explosions et de la fumée au-dessus du dépôt, estimant qu'au moins 3 réservoirs et un oléoduc étaient endommagés. Au même moment, les forces de défense ukrainiennes visaient aussi d'autres cibles, dont un dépôt de munitions en Crimée et un dépôt d'artillerie à Donetsk. Mais c'est le dépôt de Belz qui comptait sans doute le plus, car cela signifie que beaucoup moins de carburant pourra parvenir aux unités russes qui en sont venues à dépendre de cet endroit précis. Cela nuit donc à la mobilité générale de l'armée du Kremlin, car ils devront attendre et retarder leurs prochaines actions pendant que des approvisionnements d'urgence seront acheminés depuis d'autres endroits. Les Russes sont aussi touchés, avec une hausse immédiate des prix du carburant dans toutes les régions frontalières après l'attaque. Pris isolément, en tant qu'incidents uniques, des attaques comme celle-ci n'auraient pas forcément un impact aussi important. La Russie peut supporter la fermeture temporaire de grandes raffineries et gérer les défis logistiques liés à l'incendie de dépôts de carburant. Cependant, cumulativement, elle ne peut pas espérer faire face aux effets dévastateurs de toutes ces attaques, surtout lorsqu'elles se produisent à un rythme aussi rapproché. Ces niveaux de production de pétrole chutent à des profondeurs dangereuses et sans précédent, et lorsque moins de pétrole est traité, tout est affecté. Les chars et autres véhicules ne peuvent pas être ravitaillés en carburant et utilisés pour des assauts en première ligne. Les fournitures comme la nourriture et les munitions n'arrivent pas là où elles doivent être. L'effort de guerre ralentit et stagne, offrant ainsi aux forces ukrainiennes, qui ne subissent pas la même crise, plus d'opportunités pour attaquer les faiblesses des lignes russes et repousser l'ennemi. En même temps, la Russie exporte moins de pétrole. Cela signifie moins de revenus qui entrent dans les caisses du pays, ce qui veut dire moins d'argent à dépenser pour tout ce dont il a besoin pour poursuivre la guerre, comme la production de drones et de munitions, l'approvisionnement, le recrutement, les salaires, etc. Et avec une économie affaiblie, tout le reste se dégrade, de l'éducation à la santé et au-delà. Le pays est déjà en danger, la population russe voyant sa qualité de vie chuter à cause de la guerre, et la situation empirera si ces attaques contre le pétrole continuent. Il n'y a aucune issue à cela, pas d'échappatoire, pas de solution rapide, pas de parade. L'Ukraine a prouvé qu'elle pouvait frapper où elle le voulait, quand elle le voulait, laissant un chaos total derrière elle, et la Russie a démontré son incapacité totale à se défendre. La guerre du président russe Vladimir Poutine en Ukraine ne s'est pas exactement déroulée comme prévu en 2026. Après avoir soumis les villes ukrainiennes à une campagne de bombardement meurtrier qui a provoqué d'importantes coupures d'électricité et d'eau pour des millions d'habitants durant un hiver particulièrement rigoureux, il comptait poursuivre avec une grande offensive au printemps. Mais cette offensive a, pour le dire gentiment, été stoppée net. Au cours des derniers mois, l'Ukraine a riposté. Non seulement elle a stoppé l'offensive russe dans des directions clés, mais selon un nombre croissant de sources, elle a en fait repris d'importantes portions de territoire à la suite de victoires sans précédent. Dans le même temps, la campagne de sanctions à longue portée du président ukrainien Volodymyr Zelensky, c'est-à-dire les frappes de drones et de missiles à longue portée en plein cœur de la Russie, s'est intensifiée, tout comme les dégâts qu'elles infligent. Les choses s'intensifient clairement sur et derrière les lignes de front, surtout du côté russe. Voici les derniers développements et ce qu'ils révèlent sur l'évolution du conflit. Dans son allocution du soir du 22 mai, Volodymyr Zelensky a affirmé que les positions ukrainiennes sur le front se sont nettement renforcées ces derniers mois. En effet, les positions ukrainiennes sont aujourd'hui plus solides qu'au cours des années précédentes. Depuis le début de l'année, 590 km², soit environ 228 miles carrés de notre territoire ont été libérés et repris sous contrôle. La tendance n'est pas en faveur des occupants. Nous continuons d'accélérer la destruction du personnel russe. Cela, combiné aux sanctions sous toutes leurs formes, oblige la Russie à choisir la diplomatie, a-t-il déclaré. Également vendredi, Bloomberg a rapporté une nouvelle évaluation du renseignement de la défense américaine récemment déclassifiée, qui estime à environ 400 km² le territoire repris depuis février. Quelques jours plus tôt, l'Institut pour l'étude de la guerre avait estimé qu'environ 116 km² de territoire avaient été repris rien qu'en avril. Ces chiffres montrent que le rythme des reconquêtes augmente. Le suivi de la guerre par The Economist a confirmé les progrès de l'Ukraine, signalant de petites mais notables avancées, tout au long de 2026, les plus importantes depuis 2023. C'est compréhensible, vu l'effort requis pour que l'Ukraine récupère tout le territoire occupé par la Russie. Il est difficile d'estimer précisément la superficie de ce territoire. Cependant,
On considère généralement que cela représente environ un cinquième du territoire total de l'Ukraine, soit environ 45 000 miles carrés. Donc, 154 miles carrés en 4 à 5 mois, c'est un bon début, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. La cartographie précise des zones de contrôle est difficile car les lignes de front évoluent quotidiennement. C'est inévitable étant donné l'ampleur des opérations le long de la ligne de combat d'environ 680 miles. En 2025, le ministère ukrainien de la Défense a rapporté que 60 et 1605 affrontements avaient été enregistrés au cours de l'année, soit une moyenne d'environ 169 combats par jour. La journée la plus intense de l'année a été le 28 novembre lorsque 311 affrontements avec l'ennemi ont été enregistrés. L'utilisation généralisée des drones a également fait que des dizaines de kilomètres derrière les positions les plus avancées de chaque camp sont effectivement devenues des zones mortelles, où tout mouvement est potentiellement fatal. Ainsi, les deux camps ont surtout renoncé aux offensives classiques, avec colonnes blindées. Les deux camps utilisent surtout de petits groupes d'infanterie insurgés, souvent capables d'infiltrer plusieurs kilomètres derrière les lignes ennemies. Ils peuvent s'enterrer et défendre ces positions derrière les lignes ennemies, le ravitaillement et les munitions étant livrés par drone. Dans de nombreuses zones du front, même si un camp contrôle en apparence, la situation reste souvent floue sur le terrain. On ne les appelle pas zones grises ou couvertes par le brouillard de la guerre pour rien. Vous voulez sûrement savoir où l'Ukraine a avancé. Alors que le territoire repris par l'Ukraine dans ses rapports n'a pas été précisément spécifié. Dans une large mesure, étant donné la nature changeante et incertaine des lignes de front actuelles, identifier des zones de contrôle précises pour une durée significative est une tâche vaine. L'évaluation de l'ISW a néanmoins identifié plusieurs zones plus vastes où des avancées ont été faites. À partir de novembre 2025, les forces de défense ukrainiennes ont libéré une grande partie de Kupiansk dans l'oblast de Kharkiv. Durant l'hiver et le printemps 2026, ils ont repris plus de 154 miles carrés dans le sud de l'Ukraine. Et depuis la fin avril 2026, ils ont reconquis plusieurs localités dans l'ouest de l'oblast de Zaporijia. Comme vous pouvez vous y attendre, les Russes racontent une histoire complètement différente. Il y a un mois, le 21 avril, le chef d'état-major général russe, Valery Gerasimov, a affirmé que les forces russes avaient pris le contrôle de 80 localités et de plus de 1000 miles carrés du territoire ukrainien en 2026. Rien qu'en mars et en avril, il a déclaré que les forces russes avaient capturé 34 localités et environ 270 miles carrés. En ce qui concerne les détails, Gerasimov a affirmé que le territoire capturé comprend les dernières localités peuplées dans la bande de l'oblast de Luhansk encore contrôlée par l'Ukraine, des images géolocalisées semblant corroborer cela. Il a ajouté que les troupes russes avancent sur plusieurs fronts, établissant ce qu'il a décrit comme une zone de sécurité dans les régions de Soumy et Kharkiv, en Ukraine. Il a affirmé qu'environ 15 localités ont été prises dans ces régions en mars, avec les régions de Vovchansk, Kotory et Jibina dans la région de Kharkiv ajoutées en avril. Il a également revendiqué la prise de Kherson et Pavlivka dans l'oblast de Donetsk, ainsi que Boykova, Louivska et Veselianka dans l'oblast de Zaporijia, parmi d'autres avancées. L'ISW a immédiatement rejeté ces affirmations. Ils ont soutenu que ces dernières déclarations ne sont étayées ni par des sources ouvertes, ni même par des blogueurs militaires pro-russes. Même les estimations les plus généreuses provenant de sources russes, a-t-il indiqué, suggèrent que les troupes russes auraient avancé ou infiltré au maximum 276 miles carrés sur le territoire ukrainien. Depuis le début de l'année, un peu plus de 40% des affirmations de Gerasimov ont été émises, certaines étant douteuses. D'après le propre décompte de l'ISW basé sur des données en sources ouvertes, les forces russes n'avaient avancé que de 147 miles carrés et capturé 13 localités entre janvier et le 21 avril 2020. Depuis le 1er mars, les troupes russes n'ont pris que 2 localités et perdu 23 miles carrés sur tout le front, ont-ils déclaré. L'ISW a aussi affirmé que Gerasimov avait surestimé les gains russes dans plusieurs autres secteurs. Il a affirmé que les forces russes s'étaient rapprochées à 4,35 miles de Kramatorsk et à 7,45 miles de Sloviansk. Mais même les récits russes les plus optimistes situent les troupes russes à au moins 5,6 miles de Kramatorsk et à 8,7 miles de Sloviansk. Ces distances mettent les deux villes à portée de drone, ce qui semble confirmé. Avec la ville assiégée de Konstantinivka, ces deux villes forment les derniers axes fortement fortifiés de territoires peuplés dans le Donbass, encore totalement sous le contrôle de l'Ukraine.
Néanmoins, l'ISW conclut que les exagérations de Gorazimov sont probablement une tentative de masquer ce qu'il a qualifié de manque de progrès décevant de l'armée russe lors de son offensive du printemps-été 2021. En fait, à la suite des contre-attaques réussies de l'Ukraine, l'ISW a indiqué que les forces russes ont dû réduire leurs opérations dans plusieurs secteurs en raison de lourdes pertes. Ces attaques, et une défense tenace, ont obligé les troupes russes à utiliser plus de ressources juste pour donner l'impression d'avancer partout sur le front. Ils jugent que la hausse des pertes et le ralentissement du recrutement menacent la tactique russe d'envoyer au combat des vagues d'assaut répétées et des groupes d'infiltration à haute intensité et à un coût élevé. Mais cela remonte à un mois, et comme nous le savons, beaucoup de choses peuvent changer en seulement un mois sur les champs de bataille d'Ukraine. Actuellement, des blogueurs militaires des deux camps s'accordent à dire que l'Ukraine progresse nettement. L'ouest et le sud de Zaporijia, y compris les terres occupées par les Russes juste au sud. L'effort principal de l'offensive russe à Zaporijia au cours de l'année écoulée s'est concentré à l'est, là où l'oblast borde l'oblast de Dnipropetrovsk et celui de Donetsk. Ayant en grande partie chassé les Ukrainiens de la ville clé de Ouliaïpol, ils avancent lentement vers la dernière grande ville du sud de l'oblast encore fermement tenue par l'Ukraine, Orikhiv. L'enjeu principal dans l'oblast est à l'ouest, à Zaporijia. Dans cette campagne marquée par de lourdes pertes causées par les drones ukrainiens, ils ont finalement progressé vers le nord sur l'autoroute MDX8. Ils ont finalement capturé une partie de Stepnohorsk et se sont rapprochés de Pavlivka. Sécuriser cette zone offrira un tremplin pour attaquer Primorska, Malakatenivka et Veselianka, les dernières grandes localités avant la périphérie de la ville. Les Ukrainiens ont d'abord déjoué l'offensive, puis contre-attaquent vigoureusement. Les Ukrainiens ont, selon tous les témoignages, repris complètement Stepnohorsk et sont en train de nettoyer les dernières poches de résistance à Pavlivka. Ensuite, ou plutôt plus au sud pour être précis, puisqu'ils se dirigent vers le sud, c'est Kamianska. Si les Ukrainiens prennent Kamianska, la route vers Vassilivka sera ouverte. Les analystes russes s'inquiètent face à cette perspective. Compte tenu des autres développements dans la région, ils craignent que cette avancée ukrainienne ne fasse partie de la préparation à une situation bien plus grave, la reprise d'Enerodar, où se trouve la centrale nucléaire de Zaporijia. Cette centrale nucléaire est l'un des lieux les plus disputés d'Ukraine, et un obstacle majeur à tout accord de paix pour mettre fin à la guerre. Les Russes s'en sont emparés lors de l'invasion de 2022 et l'ont relié au réseau électrique russe, devenant une source d'énergie majeure pour les territoires occupés. L'Ukraine en exige évidemment la restitution. Les Russes, cela va sans dire, refusent. Divers compromis ont été proposés. Le plus prometteur, si l'Ukraine ne chasse pas la Russie des terres occupées, serait un partage du pouvoir, potentiellement géré par une tierce partie comme les États-Unis. Mais comme pour beaucoup d'autres points de désaccord essentiels entre les deux parties, rien n'a abouti jusqu'à présent. Petit rappel rapide, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Dans l'émission militaire, nous vous proposons des mises à jour quotidiennes sur les développements militaires les plus importants dans le monde, accompagnés d'analyses pointues qui expliquent la signification de ces événements. Appuyez sur le bouton d'abonnement pour ne rien manquer. Les analystes russes redoutent que la progression ukrainienne de Stepnohorsk vers Vassilivka ne prépare en fait une attaque sur Enerhodar pour reprendre la centrale nucléaire par l'est. Simultanément à cette offensive, ils affirment que les forces ukrainiennes franchiraient le Dnipro depuis le nord, créant une attaque sur deux fronts difficiles à contenir. Cette avancée à l'est n'est pas le seul signe qu'un événement important pourrait se préparer dans la région. Les analystes russes notent aussi les récents ordres d'évacuation obligatoires émis par les autorités ukrainiennes à Nikopol et alentours. Situé dans l'oblast de Dnipropetrovsk à l'ouest de Zaporijia, comme la capitale de l'oblast est surnommée localement, le district de Nikopol n'est qu'à 6 km de la centrale nucléaire, bien qu'il soit de l'autre côté du Dniepr. Le 12 mai, toutes les 28 familles, avec enfants de Novokievka et Ilinka, près de Maranets, ainsi que de Vichy-Tarasivka, près de Marivka, ainsi que les habitants d'une rue du village de Maranets et de Centre-Rue de Nikopol, ont reçu l'ordre d'évacuer dans un délai d'1 mois par l'administration militaire régionale. Officiellement, cela vise à protéger la population des bombardements et tirs d'artillerie russes croissants. Officieusement, l'évacuation ouvrirait une voie directe pour une offensive sur Enerhodar.
En même temps, ces dernières semaines, les forces ukrainiennes ont transformé l'autoroute stratégique M14 au sud d'Enerodar en un véritable enfer pour la logistique russe. Ce n'est pas une autoroute ordinaire. Connue par les Russes sous le nom de RR 218 Avtorodovskaya, cette autoroute s'étend d'est en ouest et relie la Russie continentale à la Crimée, Kherson occupée et Mykolaïv à l'ouest, ainsi qu'aux lignes de front à l'est. Elle a été décrite comme une route vitale pour les civils et les mouvements militaires, et a servi de corridor logistique clé pour les approvisionnements russes, le carburant et les postes de commandement. Mais ce n'est plus le cas. La presse russe paniquée rapporte que la route de la vie est devenue une route de la mort sous les attaques intenses de drones et missiles ukrainiens ces dernières semaines. Des images publiées le 21 mai montrent un cimetière de véhicules détruits de plus en plus vaste le long de la route. Des images géolocalisées publiées le lendemain montrent également les forces ukrainiennes frappant des camions russes le long de l'autoroute H20 Mariupol-Donetsk, une autoroute voisine, que les forces ukrainiennes ont considérablement perturbée ces dernières semaines. La situation sur la M14 est si dangereuse que Vladimir Saldo, chef de l'occupation russe à Kherson, a dû restreindre la circulation des véhicules de fret sur une portion la semaine dernière. Cette mesure inédite, à l'exception des militaires et biens essentiels, reconnaît que l'autoroute est désormais trop dangereuse pour le transport habituel. Ces frappes et perturbées de la logistique russe et compliquent l'approvisionnement sur le front et en Crimée. La M14 est la principale route terrestre reliant la péninsule aux territoires occupés. Si l'Ukraine prépare une attaque surprise pour reprendre Enerhodar, cela se passe justement là où elle veut empêcher la Russie d'envoyer des renforts. Il convient de préciser qu'il ne s'agit que de spéculation. Peu d'indices côté ukrainien laissent penser qu'une offensive sur Enerhodar est en préparation. Mais en même temps, c'est exactement ce à quoi on pourrait s'attendre, dans le cas d'une offensive surprise à venir. L'Ukraine a commis l'erreur d'annoncer sa grande contre-offensive en 2023, donnant aux Russes le temps d'installer une défense efficace. Cependant, elle en a peut-être tiré des leçons. Un silence absolu a précédé la prochaine grande offensive de l'Ukraine, l'incursion dans la région de Koursk en 2024, qui a pris les Russes complètement par surprise. Donc, s'il doit y avoir une offensive surprise à Enerhodar, les dernières personnes auprès de qui vous risquez d'en entendre parler sont Zelensky et son commandant en chef Oleksandr Syrsky. Il est également possible que l'avancée à travers Stepnohorsk, les ordres d'évacuation à Nikopol, et en particulier les frappes sur la M14 ne soient donc que des éléments des stratégies larges et efficaces de l'Ukraine, pour 2026 comme le souligne l'Iestudio. Selon l'Institut, les forces ukrainiennes ont récemment accru leurs frappes à moyenne portée et leur interdiction aérienne, entraînant des effets en cascade et ralentissant les avancées russes. Ces frappes ont également donné l'impulsion aux avancées de l'Ukraine sur le terrain. Mais il y a un autre élément clé de ces succès qui a également pris les Russes complètement par surprise. Les coupées de Starlink. L'évaluation déclassifiée du renseignement de la défense américaine citée plus tôt présente cette mesure comme clé des progrès ukrainiens en 2026. Starlink joue un rôle clé dans les opérations ukrainiennes, sur le front et pour les frappes à longue portée, mais reste inaccessible aux Russes. Les Russes ont tout de même accumulé des milliers de terminaux Starlink illégaux, introduits en contrebande, et en sont devenus de plus en plus dépendants. Le système a comblé de longues lacunes en communication, facilitant la coordination des mouvements de troupes, des opérations de drones et du ciblage de l'artillerie. Mais tout cela a brusquement cessé en février. En partenariat avec SpaceX, la société d'Elon Musk qui gère le réseau, les équipes ukrainiennes ont imposé des restrictions géographiques, désactivant les terminaux non autorisés dans la zone de combat. Les observateurs du front ont vite noté l'impact sur les opérations russes. Les renseignements américains l'ont désormais confirmé. L'effet a été aggravé par le fait que les Russes se sont tiré une balle dans le pied en restreignant l'utilisation de l'application de messagerie Telegram. L'application a souvent remplacé Starlink dans leur système de communication rudimentaire. Les restrictions sur l'application sont très impopulaires en Russie, et ont sans doute plus mécontenté le public russe face à la guerre de Poutine que tout autre facteur. Et si le grand public est mécontent, on peut imaginer à quel point les troupes russes en première ligne, sous la pression constante des drones ukrainiens, sont ravis de cette évolution. La perte combinée de la connectivité Starlink et de l'accès aux plateformes de messagerie a profondément dégradé la coordination sur le terrain, entraînant directement de la confusion entre les unités et perturbant les chaînes de commandement. Pendant un temps, de nombreux soldats russes se plaignaient sur les réseaux sociaux de la perte de leur Starlink. L'un d'eux a été filmé en train de donner des coups de pied à son récepteur, et un autre utilisait le sien comme table à manger.
Certains ont sollicité l'aide du public, l'un affirmant qu'en une nuit, nous sommes revenus à l'âge de pierre. L'Ukraine a saisi l'occasion pour exploiter ce chaos et a foncé en avant. Les autorités ukrainiennes admettent l'importance de la coupure de Starlink dans leurs avancées en 2026, mais réfutent qu'elle soit l'unique raison de leur succès. L'opération dans le sud a débuté un mois avant la décision sur Starlink, a indiqué Zelensky, suggérant que ce n'était qu'un élément d'un cadre plus large. L'ancien ministre de la Transformation numérique et actuel ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, a confirmé que les restrictions sur Starlink, associées à l'utilisation de drones à moyenne portée, avaient contribué à faire basculer la dynamique en faveur de l'Ukraine. Il a fallu quelques mois aux Russes pour trouver une solution, mais ils semblent combler cette vulnérabilité. Pour commencer, ils ont bricolé des chaînes de modems LTE, des ponts Wi-Fi, des stations relais et des réseaux maillés. Et ces réseaux maillés relativement peu sophistiqués commencent à devenir une nuisance. Les modems de réseaux maillés offrent aux opérateurs un contrôle des UAV sur de longues distances, en créant des chaînes de communication aériennes plus résistantes et capables de rediriger les données si certains drones sont perdus. Pour aggraver les choses, la Russie a établi des stations relais de l'autre côté de la frontière, en Biélorussie, ce qui permet aux drones de maintenir leur connectivité lorsqu'ils survolent le territoire ukrainien. Peut-être plus révélateur encore, à long terme, la Russie a également récemment lancé les premiers satellites de ce qui est finalement destiné à devenir son propre équivalent de Starlink. Le 23 mars, la société russe Bureau 1440 a placé en orbite basse les 16 premiers satellites Internet à haut débit de la nouvelle constellation Razvet. C'est la première phase de construction d'une infrastructure visant au moins 300 satellites d'ici 2030. Bien que présenté par la Russie comme une technologie principalement civile, semblable à Starlink, le système a clairement des usages à double finalité. Compte tenu des difficultés de la Russie après la perte de Starlink, le timing de ce lancement montre que la priorité est de régler ces problèmes. Des signes montrent que l'impact débute déjà. Des flux vidéo de qualité Starlink provenant de ces drones longue portée ont commencé à apparaître, ce qui représente une amélioration majeure par rapport aux images habituellement plus granuleuses produites par ces drones. Il reste à voir quel type d'impact l'introduction de ces nouvelles technologies aura. Peut-être aideront-elles la Russie à reprendre l'initiative, ou l'offensive ukrainienne les rendra obsolètes. Nous suivrons cela de près et vous tiendrons informés. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, regardez cette vidéo sur la façon dont l'Ukraine construit une armée de robots pour pousser encore plus loin sa progression. Et merci, comme toujours, de regarder.